Bah, je vais attaquer, tiens, ça fera venir tout le monde avant de parler un peu plus de l'écosystème dans sa globalité, de la DeFi, des nouveaux produits existants et à venir de Swissborg et de tout un tas de choses super passionnantes ce soir, pendant l'heure et quelques qui nous attend. Je vais vous partager mon écran avec le chart, comme ça on regardera 2 minutes un peu l'analyse technique comme d'hab, pour constater que en ce moment, on a quand même quelque chose d'assez positif qui est en train de se mettre en place et que finalement, ceux qui attendaient le Bitcoin à 10-12 000, puisque c'était un peu le narratif à ce moment-là, sont encore malheureusement en train de l'attendre. Alors, c'est pas dit de façon péjorative, hein, mais c'est vrai que on avait quand même une certaine asymétrie de risque lorsqu'on était à 15 000. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, sans vous avancer sur un prix, sur quoi que ce soit dans cet état d'esprit, mais plutôt sur la psychologie de l'investisseur. En fait, je m'étais dit de mon côté, quand on était à 15 000, que ok, les gens, ils attendaient 10-12 qui étaient des targets tout à fait légitimes. D'ailleurs, je vais plutôt mettre le graphique du Bitcoin pour regarder un peu tout ça. Mais en gros, on s'est arrêté au milieu de nulle part. En tout cas, c'est ce que j'avais marqué dans ma théorie pour 2023 à 2025. Et 15 000, c'était un peu le no man's land, quelque part entre les 20 000 qu'on était beaucoup, moi le premier, à penser qu'on ne franchirait pas à la baisse, qui constitue l'ex-ATH de décembre 2017, et les fameux, allez, 13 008 à 10 000 pour les plus pessimistes, que beaucoup pensaient qu'on atteindrait. Et en fait, je m'étais fait la remarque, lorsqu'on était à 15, je m'étais dit, même, admettons, je prends le risque de rentrer à 15 et qu'on va à 10-12, j'ai quand même un potentiel d'upside derrière si on revient un jour à 70 000 à l'ATH du Bitcoin, qui est immensément plus grand au-dessus de ma tête qu'en dessous. Et en fait, c'est un moment où j'ai failli faire all-in, clairement, au niveau du BTC. Je suis rentré avec 50% à peu près de ce que j'avais prévu de mettre stablecoin face à BTC à cette époque. Donc, c'était déjà pas mal. Et ça m'a permis de dormir un peu mieux la nuit que si j'avais fait un all-in, mais tout en bénéficiant effectivement de cette hausse derrière qui a été assez conséquente. Ma deuxième entrée s'est faite un peu plus sournoisement, en tout cas à mes dépens, au moment où on a eu USDC qui a dépeg. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était atroce d'un point de vue de la gestion du risque. Et à ce moment-là, j'ai basculé basiquement 30% de mes stablecoins en BTC, 30% en mon ETH et 30% en fiat. Donc je ne sais pas, vous, comment vous l'avez ressenti, ce point bas, ce bottom. Est-ce que vous en avez tiré quelque chose de particulier? Est-ce que vous pensez que la psychologie des investisseurs, c'est quelque chose qui marque les points bas? Et là, on a été bien marqué par les 2 dernières années. Enfin voilà, votre ressenti par rapport, on va dire, aux 12-18 derniers mois. Tu veux commencer, Anthony, ou je commence? Vas-y, tu peux y aller si tu veux. Alors, non, rapport à ce que tu dis sur la psychologie de l'investisseur, je pense que nous, en fait, on le sent beaucoup, et on le sent beaucoup avec des métriques, en fait, qu'on a par rapport à, ça peut être de l'utilisation de l'application, ça peut être des métriques de transfert, ça peut être plein de choses. Donc en fait, déjà, on le ressent par rapport à des métriques qu'on a, donc des vrais chiffres, contrairement à juste un aspect psychologique, tu vois. Et après, il y a clairement un côté, il y a un côté sentiment. Je pense qu'on connaît tous crypto Twitter, hein, il n'y a pas besoin et le truc, c'est que le sentiment sur crypto Twitter, je me souviens vraiment à cette époque-là, c'était hyper négatif. Mais en fait, c'est toujours pareil. On a eu des phases très négatives, tu vois, avec un peu d'espoir. Et en fait, tu peux vraiment quantifier les différentes phases pour moi qu'on a eues. Et qui étaient vraiment des phases où, tu vois, tu peux encore avoir un rebond, tu peux encore avoir ce genre de choses. Et il y a un moment où littéralement les gens étaient en mode je veux plus investir parce que j'ai vraiment peur, mais genre j'ai vraiment, vraiment extrêmement peur que ça aille plus bas. Et en fait, tu te rends compte, je pense qu'il faut l'avoir vécu au moins une fois. Je pense qu'il faut vivre ces phases pour vraiment arriver à comprendre et analyser la psychologie de l'investisseur en se disant, quand vraiment tu arrives à ces moments-là où même des gens assez convaincus sont en train de te dire j'hésite même à racheter, bah, finalement, je pense que c'est le bon moment. Et tu vois, c'est hyper troublant, mais voilà. Et alors après, il y a plein d'autres choses qui vont avec, parce qu'en fait, le truc, c'est que les bottoms aussi, donc il y a l'aspect psychologie, mais il y a aussi l'aspect macro, il faut pas l'oublier, il y a l'aspect liquidité, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est pas,
voilà, c'est pas si simple que ça. Et pour revenir sur ce que tu as dit sur le DPEG USDC, oui, on l'a vécu. On a passé un samedi matin à gérer ça d'ailleurs en termes d'analyse de risque chez Swissborg, je peux t'en parler et dans le détail. Mais oui, clairement, c'est des événements qui nous ont tous marqués. Je pense que sur toute l'année, entre le crash de FTX, le crash de Luna, le DPEG USDC, ouais, c'est les 3 gros trucs qui ont bien marqué. Et puis, c'est toujours pareil, en fait. Il se passe ces choses-là et derrière, qu'est-ce qui va se passer, surtout dans la DeFi? Quand tu connais les impacts de ces trucs-là, tu vois, un crash, un DPEG USDC, c'est important. Donc, moi, je dirais que là, en termes de marché, je pense qu'on est bien. Moi, c'est ce que j'ai dit à pas mal de monde depuis à peu près. En fait, depuis qu'on est sorti du BART à 15K, en gros, c'est un peu vraiment vu l'optimisme des gens et comme ça baille et les métriques et ce genre de trucs. Franchement, s'il y a bien un truc à comprendre, c'est don't fight the trend. Donc, allez pas essayer de short, allez pas essayer de faire n'importe quoi. C'est franchement, placez-vous long spot tranquille. Et puis, et de toute façon, si vraiment vous avez envie de dégainer un peu avec des pertes derrière, vous aurez le temps de le faire. Mais vraiment, là, c'était le bon moment à peu près dans ces 20K là pour se positionner, quoi. Voilà. Donc, toi, je te laisse la parole pour ton analyse. Écoute, ouais, je trouve que tu as très bien résumé la situation. Bon, après, ça dépend. On a tous des profils d'investisseurs différents. Moi, je ne fais pas 100% de l'analyse technique, donc je suis plutôt à raisonner, comme tu dis, en risk-reward ratio. C'est-à-dire que même quand le Bitcoin touche 20 000, je me dis, OK, une cible probable dans un marché positif, ça sera 100K et je risque 20K. Ça fait 1 pour 5. Et après, pour moi, c'est suffisant, quoi. Et c'est vrai que si tu attends toujours la confirmation technique, des fois, tu finis par acheter extrêmement cher. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, en fait, c'est que les mouvements, ils sont de plus en plus violents. C'est vrai pour Bitcoin, mais c'est vrai pour Ethereum. Puis quand tu rentres dans des altcoins, tu vois, la dernière fois, on est en train de repasser un peu en revue qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier cycle. Tu vois, même un token comme Dodge, il a fait de casser son précédent all-time high au nouveau all-time high, ça s'est fait en 2 mois et demi. Donc les mouvements, ils sont quand même assez violents, il faut savoir être positionné. Donc après, concrètement parlant, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Pour moi, ça fait 15 ans que j'investis, j'ai toujours l'impression d'acheter, quand le marché se fait autant défoncer, j'ai toujours l'impression de manger un peu la soupe à la grimace, quoi, de jamais acheter au bon moment. Donc moi, j'ai quand même commencé à acheter à 25, j'ai fait 20 ensuite. J'ai acheté à peu près 15% de ma pause d'aujourd'hui sur les 17, 16. Et voilà, hein, je me fais violence. Hein, au moment où tu achètes, enfin, moi personnellement, je dors pas bien parce que je me dis, putain, t'as acheté trop tôt encore, tu t'es empressé. Puis après, c'est long, on a quand même beaucoup attendu, quoi. Je me rappelle même, j'ai commencé à revendre un tout petit peu à un moment sur 28, 29 parce que pas mal de doutes. Puis après, on a jumpé, puis finalement, maintenant, t'es content. Mais c'est vrai que même si ça fait 15 ans que je fais ça, ce moment où tu dois acheter alors que tout le monde est super négatif, autour de toi, sur Twitter, etc., elle est vraiment désagréable, quoi. Il te fait pas passer quelques bonnes nuits, mais je pense que c'est le prêt à payer pour être dedans. Hein. Il n'y a pas de choix, quoi. En fait, c'est très juste ce que tu dis. En plus, c'est que le moment où vraiment tu es ultra dégoûté et que tu as peur même, toi-même, de remettre de l'argent, alors que tu sais que c'est le bon endroit, le bon moment et le drawdown parfait pour le faire, si c'est ce moment d'inconfort maximum dans un actif dans lequel tu es convaincu et que c'est à ce moment-là que tu commences à faire la psychologie inversée, le travail sur toi-même, de te dire, OK, si je suis inconfortable, c'est peut-être que c'est aussi le bon moment. Et si tout le monde autour de moi est complètement désespéré, et ça, c'est quelque chose aussi qui ressort souvent et qui est l'antagoniste extrême finalement de la phase de marché extrêmement haussière où tout le monde te dit qu'il y a tout qui va faire fois 200 et que PP, Mémé et Doge sont les futures monnaies de l'humanité, tu vois. Donc on l'a eu, hein. Je dis pas ça en plaisantant, on l'a eu. Mais bon, voilà, c'est les deux opposés et c'est vrai que c'est toujours assez complexe de composer avec tout ça. On est rejoint par Marc. Salut, salut. Bonsoir, bonsoir. Je me suis fait avoir par l'heure un petit peu avancée du live ce soir. Je salue tout le monde et grand plaisir de retrouver Swissborg. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas passé sur l'émission, dis donc. C'est vrai, content d'être là en tout cas. Salut, content d'être là aussi. Et donc, je sais pas, Marc, si tu veux embrayer direct, puisqu'on venait de nous donner nos 3 avis sur comment on avait vécu la psychologie, le prix, enfin un peu tout mélangé, la fin du bear des 15 000 $, le rebond récent et notre façon d'appréhender le fait de se positionner
dans ces moments extrêmement baissiers où plus personne n'y croit, même parfois les believers de la première heure. Moi, j'ai vraiment cette impression, hein, effectivement, hein, alors c'est sûr qu'au fil des cycles, on apprend un petit peu. C'est comme on dit, un peu le motto de l'émission, c'est un cycle pour apprendre et un cycle pour en profiter. Et je pense que c'est tous ceux qui sont là depuis un petit moment dans l'écosystème crypto voient de quoi je parle et se reconnaissent là-dedans. Et ce que j'ai un peu observé, moi, sur l'année 2023, c'est que à partir de cet été, on était vraiment dans ce qu'on appelle le despair en anglais. C'est un peu la dépression. Plus personne n'y croyait. Nos amis, tous ceux qui appellent le Bitcoin ton Bitcoin, puisque forcément, vous voyez un peu comment ils s'expriment, se foutaient un peu de notre gueule, de dire ah t'es encore dans les cryptos, ah ton Bitcoin il s'est bien cassé la gueule, etc. On avait ce genre de remarques des gens et c'était souvent c'est généralement le moment où il faut re-rentrer un petit peu sur les marchés. Mais comme vous l'avez évoqué plus tôt, c'est aussi le moment où les convictions sont les plus affaiblies. Donc, pour ça, moi, j'ai envie de dire, la stratégie qu'on met en avant dans l'émission, c'est la stratégie, et ça c'est un nom horrible et il faudrait changer, faudrait changer le nom, mais vous voyez de quoi je parle quand je dis bon père de famille, c'est un DCA. Vous avez une capacité d'épargne que vous définissez par rapport à vos revenus, par rapport à vos dépenses. Dans cette capacité d'épargne, vous regardez ce que vous avez envie d'investir et de ce que vous avez envie d'investir dans les cryptos, ce qui permet de vous rendre complètement étanche à ces sentiments, puisque vous avez un budget, vous avez un plan et vous exécutez ce plan chaque semaine, chaque mois, quel que soit le prix du Bitcoin, quel que soit le sentiment du marché. Et en fait, faire ça moi-même à partir de l'année 2015 a été une stratégie financière qui a changé ma vie. Et je pense que vous comprenez pourquoi. Quand j'ai commencé à acheter des Ethers, ils étaient à moins d'1 $, et je pouvais pas acheter 1000 $ d'Ethers par semaine à l'époque. Hein, j'avais absolument pas les moyens de faire ça. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 200 $ d'Ethers et un petit peu de Bitcoin tous les mois depuis 2015. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et même quand les gens se foutaient de ma gueule que j'achetais des Ethers à 10 $ parce que tu te rends compte, ça a fait x10, pourquoi tu achètes ce shitcoin et les smart contracts, ça marchera jamais, j'achetais quand même mes 200 balles d'Ethers tous les mois. Et en fait, faire ça pendant des années, ça a changé ma vie. Et ça reste la stratégie qu'on peut vous recommander sur cette chaîne parce que ce sera le socle de votre investissement et du développement de votre patrimoine. Au-delà de ça, si vous avez envie d'avoir une partie de votre portefeuille et trader avec et d'aller explorer d'autres choses, faites-le, amusez-vous. Hein. La plupart des traders perdent, mais peut-être que le ticket de l'auto gagnant sera le vôtre. Mais si vous avez cette stratégie de DCA, vous avez fait déjà 90% du travail et vous évitez 90% des emmerdes. Mais aussi, Marc, c'était la belle époque où tu avais moins de gatekeeping et tu n'avais pas des VC et tout ce truc-là et tu te retrouvais pas à acheter, je sais pas, Celestia, ils viennent de lister, ils ont rien et ça vaut déjà 2 milliards. Quoi. Et ça, c'est aussi une des grandes différences, je pense, de l'époque qu'on a vécue. Alors là où je suis d'accord avec toi en partie, mais en même temps, à l'époque, on avait quand même des Ripple qui valaient une fortune et beaucoup plus que ce que ça valait. On avait des LTC où il y avait 30 holders qui non seulement maîtrisaient tout le supply, mais tout le mining. Le Bitcoin mining était beaucoup moins compétitif et beaucoup plus concentré qu'aujourd'hui avec des trucs shady de Bitmain, etc. Il y avait des trucs à l'époque qui n'étaient pas ouf non plus. Hein, et c'était moins facile d'avoir un wallet, c'était moins facile d'avoir un ledger, c'était moins facile d'acheter des cryptos, de vendre des cryptos. Il n'y avait pas Swissborg à l'époque, on n'avait pas des super applications. Voilà, chaque époque est différente. C'est vrai que plus on arrive tôt dans une technologie, plus le upside, forcément, potentiel est grand. Mais en même temps, plus le risque est grand. Ça marche dans les deux sens. Non, 100%. Non, ce que tu dis est très juste sur la gestion du bon père de famille, où il faut avoir une certaine régularité, avoir une base et un corps. Nous, on croit 100% à ça chez Swissborg, mais c'est vrai que la difficulté de Chat6, c'est essayer d'identifier un peu quelle va être la technologie un peu émergente. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors, il y a Valentin Thinkerfraud, ou je sais pas trop, qui dit que j'ai chopé la crève. Effectivement, je suis malade, ça s'entend tant que ça. Ouais, et t'es pas le seul d'ailleurs. Les amis, ça s'appelle l'hiver. Hein. Mettez un masque si vous êtes malade et que vous sortez dehors, comme ça évitera que les autres soient malades aussi.
D'ailleurs, ça va me permettre du coup d'introduire nos deux invités du soir, en plus de Marc, que je pense l'auditoire ne connaît que trop bien désormais, avec Anthony, donc, qui est cofondateur de Swissborg, et Aurélien, qui est Senior Product Manager, si je dis pas de bêtises. Tu me corrigeras si je me trompe, et notamment la partie peut-être intégration, DeFi, etc. Mais tu nous en diras un peu plus ensuite. Et donc, tout à l'heure, avant l'émission, on se disait, ben voilà, qu'est-ce qu'on aura à vous apporter d'un point de vue communautaire au niveau des sujets de réflexion ce soir. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont ressortis avec notamment, j'en avais parlé sur Twitter ces jours-ci, et c'est quelque chose que Swissborg propose déjà, les paniers de devises, les fameux indices, les fameux thematics, comme ils sont appelés du côté de Swissborg. Alors, je vais peut-être l'afficher un instant à l'écran, ça permettra d'avoir un visuel, c'est toujours plus sympa. Et donc, dans ma recherche de thématiques orientées gaming, on m'avait envoyé une en DeFi sur laquelle il y a excessivement peu de liquidité. Donc, en fait, ça pose un problème, pas forcément pour acheter, mais le jour où on veut sortir, s'il n'y a pas la liquidité en face sur Uniswap ou Sushi ou que sais-je, on est bien dans la merde pour revendre. Donc ça, c'est un énorme problème. Et en fait, bon, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, puisque vous ne l'avez pas tout à fait annoncé officiellement, en tout cas pour l'instant, le produit n'est pas disponible. Vous avez un premier thématique, voire deux, avec le Golden qui sont déjà dispo sur l'app. Mais bientôt, il y aura le gaming slash metaverse, voilà, plus, qui permettra de regrouper en un seul indice une myriade de tokens, de tokens et de coins, et qui permet, plutôt que de faire ce qu'on appelle en bourse du stock picking, d'aller chercher la crypto-pépite qui va surperformer toutes les autres, d'avoir une moyenne tout à fait honnête du domaine de l'écosystème dans lequel on est, gaming, DeFi, infrastructure, enfin il y en a plein, et qui permet de s'exposer en un clic à tout ça. Donc, est-ce que vous, au niveau de Swissborg, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez vu qu'il y a une véritable demande croissante autour de ça? Est-ce que vous pensez que, en plus, avec tout ce qui, en ce moment, on a un narratif assez prégnant depuis quelques trimestres du fait qu'on aurait énormément de tokenisation d'actifs à l'avenir, les gens vont plutôt s'intéresser comme ça à des paniers de devises plutôt qu'à des cryptos purs et durs, quand on met à part Bitcoin et Ether, puisque pour l'instant, je pense que Bitcoin et Ether sont bien trop big pour être considérés dans un panier mélangé, entre guillemets, bien que ça puisse se faire. Mais voilà, je dirais plutôt pour des alts à domaine spécifique. Est-ce que vous avez vu chez Swissborg qu'il y a plus de demandes? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment des produits d'avenir qui peuvent permettre aux particuliers qui n'ont pas envie de se casser la tête de faire leurs courses en un seul clic? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. Alors, pour revenir sur l'appétit en lui-même, donc ça commence à se matérialiser depuis qu'on a mis en place aussi le DCA. C'est vrai qu'on voit des gens qui font du auto-invest, on a appelé ça auto-invest sur les thématiques. Néanmoins, c'est pas encore un produit, je pense, qui est super adopté pour plusieurs raisons. Un, comme tu l'as rappelé, c'est vrai que on met généralement des tokens qui ont une certaine maturité parce qu'il y a une question de liquidité. Donc, on doit arriver avec des projets qui ont quand même déjà, voilà, une certaine maturité dans le marché. Donc, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui sont encore présentes chez Swissborg, qui ont potentiellement des tokens et donc qui ne voient pas nécessairement l'utilité de rajouter, par exemple, la base of blockchain qui va avoir du Bitcoin, l'Ether, mais aussi tous les L1, L2, L0 que tu peux trouver aujourd'hui sur le marché. En revanche, c'est clair que l'idée à la base de faire ces thématiques, c'est de dire, voilà, moi je peux avoir une vision sur le futur, comme dire, bah, le gaming, tout ce qui est jeux vidéo, c'est quelque chose qui a énormément de sens en Web3. Mais néanmoins, bah, même si cette vision elle est juste, c'est pas toujours facile de en fait aligner une vision du futur avec un gain financier. Donc le meilleur exemple que tu peux trouver, c'est si en 2000 tu dis le e-commerce va exploser, mais tu sélectionnes pas Amazon ou tu sélectionnes pas un panier dans lequel il y a Amazon, bah finalement t'es pas nécessairement un grand gagnant de cette vision. Donc ta vision est juste, mais ton exécution en fait en termes d'investissement, elle porte pas forcément les fruits de cette vision. Donc ça, c'est vraiment le but des thématiques, c'est de dire,
c'est la façon la plus rapide de transformer une vision d'investissement en une décision d'investissement. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 mois, alors ça dépend des thématiques et comment elles sont structurées, mais disons en moyenne, tous les 3 mois, on revoit le panier, on regarde s'il y a des composantes qui méritent de rentrer, d'autres de sortir. On essaie vraiment de rester en sync en synchronisation avec ce qui se passe sur le marché. Et donc, effectivement, gaming, il y en a plusieurs en préparation, mais c'est ce qui vient prochainement. Pour prendre le relais de ce qu'a dit Anto sur la vision d'investissement, en fait, je pense que c'est un peu ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, tu sais, on parlait tout à l'heure du panier tu vois, du père de famille un peu et du portfolio du père de famille. Et en fait, l'avantage de ce truc-là, justement, c'est que je trouve que ça te permet justement d'avoir un espèce de sentiment d'ETF un peu. Et justement d'avoir une diversification dans potentiellement des secteurs que tu vas connaître, mais où justement t'as pas forcément où tu as envie d'investir, mais t'as pas forcément justement le knowledge nécessaire pour pouvoir l'assess, tu vois. Par exemple, les gens qui vont acheter du SP500, si tu veux, ont pas forcément derrière la connaissance. Alors le SP500, il est assez basique, hein. Tu vois, c'est juste assez simple, c'est pondéré sur les market cap, etc. Donc il n'y a rien de compliqué. Et c'est ça que j'aime bien dans ce produit-là, justement, c'est que ça masque un peu cette complexité, justement, sur finalement, le fait aussi que c'est un secteur qui va très vite. Et donc, on est capable aussi, avec la vision qu'on a, nous, chez Swissborg, d'anticiper un peu les mouvements et justement de pouvoir ajouter des choses auxquelles les gens naturellement ne seraient pas exposés. Et donc, finalement, il y a un peu ce côté-là aussi qui est bien. Et puis, je pense que c'est un premier apprentissage aussi pour les gens d'avoir des portfolios. Alors, ça reste dans la crypto, hein, mais et d'avoir une anticipation de la pondération d'un portfolio et de comment justement on peut arriver à gérer ce type de produit avec de la pondération. Tu vois, en essayant de lisser un petit peu justement le gain et les momentum. Alors que dans la crypto, on est tous un peu plutôt habitués à, tu vois, des trucs qui font plus 50 et après qui font moins 60, quoi, j'ai envie de te dire. Et là, en fait, justement, ça va permettre d'avoir des produits qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus lisses. Et je pense que c'est bien, en fait, pour justement je dirais, pour la cible aussi, nous, qu'on essaye d'adresser avec Swissborg, qui est une cible qui n'est pas du DeFi DGen et qui n'est pas capable de tout suivre. Et je pense que ça fait un premier accès qui est bien, en fait. Voilà. Comme disait Baï Sacha sur le chat, effectivement, c'est pour les gens aussi qui ont un peu la flemme, puisque c'est facile d'acheter 10% des 10 plus grosses caps de chaque domaine. Tout à fait, mis à part le fait que, bon, on va dire avec les Layer 2, peut-être un peu moins maintenant, mais en Layer 1 ou quoi, tu te tapes des frais de zinzin sur les 10 transactions, alors que là, en un seul clic, eux, ils vont agréger beaucoup d'ordres pour te l'exécuter à un prix qui est tout à fait raisonnable. Après, il y a des frais de gestion, il y a des frais de roulement, mais à voir si quelqu'un qui ferait une gestion active alt par alt quand il s'agit d'un domaine entier, ça peut pas être intéressant. Enfin, personnellement, maintenant, voilà, avec l'expérience que j'ai beaucoup de cryptos que j'ai choisi moi-même forcément, mais je suis en train de faire le chemin inverse du flemmard, de commencer à acheter des indices pour plus me casser la tête. Donc, les deux peuvent s'entendre. Voilà. Je pense que c'est tout à fait pertinent aussi comme remarque. Mais Moi, je trouve que même si tu es expert, tu peux pas être expert en tout. Moi, par exemple, sur les thématiques défis, je suis pas le client typique de Swissborg parce que je pense que je connais un petit peu le domaine et du coup, je sais où aller chercher. Mais très clairement, thématique Solana, j'y connais rien. Thématique multivers X, j'y connais rien. Thématique gaming, je suis exposé à Vegochi, je connais bien Illuvium, mais il y a d'autres trucs, j'y connais rien. Et tout ça, ça fait partie des choses qui sont intéressantes si j'ai envie de me diversifier. Au lieu de passer des dizaines et des dizaines d'heures à aller me dire, est-ce que Illuvium c'est un scam? Non, c'est pas un scam. Il y a vraiment des gens qui bossent et qui développent un jeu et en plus ils sont sur l'Epic Game Store, donc je peux faire mes recherches. C'est ce qu'on vous dit tout le temps dans cette émission. Faites vos propres devoirs, certes, mais s'il faut faire ses devoirs sur absolument tous les sujets, sur absolument toutes les verticales et sur absolument tous les écosystèmes, bah les gars, moi c'est mon métier. Je fais ça 10 heures par jour depuis presque une décennie et pourtant j'ai pas couvert 5% de la surface. Donc heureusement qu'il existe un peu de ce qu'on appelle de la curation qui vont me dire bon bah voilà voilà un panier de devises de 10 trucs qui sont pas scammy et qui sont intéressants dans cet écosystème. Tu peux
t'exposer en un seul clic. Et moi, je trouve qu'il y a une plus-value pour ce service-là, même si on est expert dans certains trucs. Clairement. Il y avait quelqu'un qui demandait à quelle fréquence c'est rebalancé et tout ça. C'est mensuel, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ça alors, va en dé- fait, ouais, ça va Vas-y, Anto, dépendre vas-y. de la thématique. Ouais, ça va dépendre de la thématique. Donc, il y a ce qu'on appelle les rebalancements, qui sont, en fait, il y a une pondération cible, et puis à cette fréquence qui peut être soit mensuelle, soit hebdomadaire. On va, par exemple, si tu prends l'exemple de Solana, par exemple, en ce moment, comme tu vois, il va faire beaucoup plus de performance qu'Ethereum, par exemple. Donc, si tu as une allocation cible de 20% sur Ethereum et 10% sur Solana, au bout de la semaine, tu vas te retrouver potentiellement avec 15% de Solana et 15% d'Ethereum. Donc, tu vas vendre 5% de Solana pour les remettre dans Ethereum. Donc, il y a un peu cette idée que finalement, le marché doit. En fait, les tokens bougent ensemble. Donc, tu prends des profits sur celui qui a le plus explosé pour les remettre dans ceux qui lag. Alors, ça ne marche pas tout le temps, hein, mais ça, c'est l'idée. Et après, il y a ce qu'on appelle les réallocations. Donc, ça, c'est les réallocations quand on décide d'intégrer des nouvelles composantes. Donc, typiquement, là, tu as Celestia qui est sorti. Est-ce que la prochaine réallocation, on va le faire rentrer? Probablement. Tu vois, je sais pas, demain, c'est à Eigenlayer. Très simple, très vraisemblablement, ça va rentrer. Donc, tu as aussi cette notion de dire, ouais, même si tu achètes les 10 composantes aujourd'hui qui sont vraisemblablement les L1 de référence, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque cycle, ça change et ça change rapidement. Regardez, EOS, c'est plus réellement un truc. Bon, Tezos, il y a encore un peu d'activité sur NFT, mais c'est pas réellement ça. Edera, c'est une chaîne qui est complètement morte. Donc, si après tu restes aussi avec tes allocations et puis tu te les traînes pendant des années, finalement, il y en a, on voit, qui sont complètement hors de la course euh, de ce qui se passe en termes de best of blockchain. Donc, c'est aussi le travail qu'on fait, c'est de remettre à jour les choses qui n'ont plus réellement de sens, quoi. Ouais, j'allais pas ajouter grand-chose par rapport à ce qu'il a dit. C'était exactement ça, en fait. Les rebalancements sont. Je sais pas si tu prends l'exemple de la Golden, vraiment, c'est quantitatif, donc on a un algo derrière avec qui on bosse avec un quant dans l'équipe et on a des algos de momentum justement qui viennent nous donner un peu les trends et qui viennent capturer ça pour nous dire un peu quand faire. Euh, et c'est ça qui est intéressant en fait. Moi, typiquement, Golden, c'est un peu le truc que je voulais depuis hyper longtemps, très sincèrement. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, franchement, comme produit, je trouve ça vraiment, vraiment top. Donc j'utilise aussi. On utilise aussi, tu vois, en interne. Finalement, on crée un peu les produits qu'on a envie d'utiliser pour nous. Donc, Et au niveau des produits d'investissement, puisqu'on est un peu sur ce que vous proposez déjà et sur l'app de Swissborg, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'une majorité des francophones connaissent déjà. Et vu que là, avec la sortie du cycle baissier, on n'était plus qu'entre crypto-convaincus, je suppose qu'il y a une majorité qui a déjà testé Swissborg. Et peut-être qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints en cours de route qui seront curieux. Mais on parlait aussi de ce côté de l'asymétrie des investissements par rapport au VC et aux tokens qui ensuite arrivent au grand public que très, voire trop tardivement. En tout cas, c'est la perception qu'a le grand public de tout ça. Et donc, c'était au Solana Breakpoint, je crois, que vous aviez poussé une très jolie infographie à ce sujet sur scène, où vous montriez que petit à petit, à chaque cycle, on a traversé différentes phases. Donc, il y a eu la phase des ICO en 2017. Il y a eu une autre phase au cycle qu'on vient de traverser maintenant. Il y a eu la phase de DeFi entre-temps, autour de 2020. Et maintenant, on pourrait arriver à un cycle où, certes, on ne dégagerait pas pour autant les VC dont on a un minimum besoin pour des financements. Et c'est normal qu'il y ait du capital qui circule et du capital à risque, comme on l'appelle. Mais derrière, il y a aussi peut-être une neutralité et une transparence un peu plus grande pour les rounds de financement suivants et celui qui arrive jusqu'à la private, etc., des particuliers. Et donc, ça fait 2 fois que vous proposez sur Swissborg, voire 3, puisqu'il y avait eu aussi votre propre levée interne. Donc là, les 2 dernières, c'était au niveau des tokens, avec Xborg, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du gaming, et Favor, plus récemment, tout ce qui est Web3, plateforme, que je ne dise pas de bêtises, j'en perds mon latin, réseau social pour Favor. Et ça a permis à des personnes d'avoir des termes
qui parfois étaient, pour Favor, si je ne dis pas de bêtises, des termes de seed, c'est-à-dire des termes comme ont eu des investisseurs quasiment primaires ou pas très très loin. Et ça, c'est vrai que c'est, en tout cas de mon côté, pour une plateforme comme la vôtre, parmi les premières fois que je voyais apparaître la permission, entre guillemets, au grand public de venir à ce genre de table. Oui, tout à fait. Alors, il y a énormément de choses à dire sur le sujet pour être très honnête, parce que c'est vrai que, encore une fois, on a beaucoup critiqué la période des ICO parce qu'il y a des scams, machin, etc. Mais moi, je suis parti toujours du principe qu'en 2017, 2016, enfin 2017, 2016, il n'y avait pas, enfin par Ethereum, il n'y avait pas grand-chose, mais en fait, je suis parti du principe qu'au moins en 2017, certes, il y avait des scams, mais tu avais le choix, tu vois, en tant qu'investisseur, de faire le tri, d'essayer de naviguer ce qui était disponible, mais tu pouvais rentrer quand même, il y avait un minimum de transparence. Donc, même s'il y avait effectivement des pré-sales avec certains discounts, des fois des discounts qui étaient quand même assez importants, néanmoins, on te laissait la chance d'arriver à des valorisations, enfin, donner une certaine chance de rentrer early. Aujourd'hui, si tu regardes la majorité du space, il y a quand même des launchpads qui se passent. En fait, c'est juste des moyens d'acquisition complètement ridicules. Hein. Quand tu regardes, par exemple, ce que fait Get.io, ils vont te donner 50 000 balles d'allocation et ils ont 50 millions d'oversouscription. Donc, en fait, eux, c'est une façon pour eux, et en plus, ils te prennent des projets à tire-larigot parce que, en fait, ils voient ça comme un moyen d'acquérir des utilisateurs à moindre coût. Ça coûte moins cher que de faire tourner des pubs sur CoinMarketCap, par exemple. Mais il n'y a pas réellement une volonté de donner un accès. Donc, c'est vrai que, par exemple, si on revient à Favor, tu as Nomad Capital qui est rentré dans Favor, et au début, quand on a négocié avec eux, ils nous ont donné les mêmes termes que Nomad. Et puis qu'en fait, quand ils ont vu qu'on apportait quand même des utilisateurs de qualité, parce que c'est vrai que chez Swissborg aussi, on a une tendance à avoir des gens qui sont peut-être des investisseurs un peu plus long terme. Le discours, c'est de dire, bah, nous, on fait toute la due diligence, donc ça vous laisse du temps aussi à vous connecter aux produits. Et en fait, finalement, l'un des plus grands challenges pour un produit qui commence, c'est d'avoir des premiers utilisateurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous les utilisateurs qu'on ramène, qui vont essayer le produit quand ils investissent, ils vont être utilisateurs, mais potentiellement, on laisse la chance à certains de se connecter et d'aimer le produit et de devenir des utilisateurs et potentiellement de même rejoindre des Discord et devenir des community members avancés. Et ça a énormément de valeur parce que finalement, dans la crypto, à part le farming intensif, il n'y a pas réellement beaucoup de protocoles ou pas beaucoup de DApp en fait qui ont trouvé un moyen, à part le grid, de motiver leurs utilisateurs. Donc nous, on essaie de trouver un peu cet équilibre-là. Et en même temps, bah, je pense qu'on arrive dans un space où c'est quand même... Enfin, moi, je trouve que j'ai énormément de frustration à voir que les projets qui sont le plus discutés, qui ont quand même besoin d'utilisateurs, ils arrivent directement et la première fois que tu peux les acheter, c'est sur Binance ou un grand échange et tu payes déjà 2-3 milliards. Quoi. Est-ce que ça fait vraiment du sens? Enfin, tu regardes Aptos, par exemple, là. Bien évidemment, c'est une blockchain, ils ont besoin de beaucoup de développeurs et tout ça, mais la première fois que tu pouvais les acheter, c'était quoi leur FDV? 10, 12, 15 milliards, alors qu'ils n'ont rien. Et après, ils vont en Corée, ils pumpent leurs trucs. Enfin, tout ça, c'est assez horrible. Et donc, le but, alors on est encore un tout petit acteur, hein, c'est de dire, bah, nous, on veut quand même donner la chance à des gens qui sont potentiellement un peu plus aventureux. Donc, on ne fait pas du pré-seed parce que c'est, comme tu dis, c'est plus réservé à des VC parce qu'on aime bien quand les projets ont déjà un produit, on aime bien quand il y a un certain nombre de risques qui ont été déjà neutralisés d'une certaine façon. C'est pas parce que tu as un produit qui va marcher, mais au moins il est là. Et on essaie en fait d'impliquer des communautés qui viennent un peu en relais au moment où c'est des gens qui ne sont pas des investisseurs passifs, c'est plutôt des investisseurs un peu plus actifs. Un peu comme Marc, je pense, à l'époque, finalement, quand il parle de son DCA, il n'y avait pas que de la composante investissement. Je pense qu'il passait énormément de temps à vouloir être impliqué dans l'écosystème. Et c'est un peu ce bridge qu'on essaie de créer avec ce qu'on appelle le Swissborg Alpha. Tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'il y a une grosse plus-value d'essayer. En fait, c'est un peu une rampe de lancement quoi, pour les utilisateurs. Et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure sur les ICO. Alors oui, 99% des ICO de 2017, 2016, 2017, elles sont mortes aujourd'hui. Mais le 1%, ils se portent plutôt bien. Moi, je suis bien placé pour en parler. C'était Headland, c'était une ICO.
Donc, le token, il a eu une certaine valeur, puis il a fait moins 99% en 2018-2019, et puis après, je pense que les gens sont plus si malheureux. Et c'est un peu le cycle que tout le monde a fait, c'est-à-dire que, et au final, c'était quand même une période où c'était un peu le même deal pour tout le monde. Alors, c'est pas tout à fait vrai, comme tu l'as dit, il y avait aussi du temps des ICO, des pre-sales, des trucs shady, etc. Mais il n'y avait pas ce gatekeeping qu'il y a aujourd'hui de si tu es investisseur, tu peux rentrer sur des valorisations qui n'ont rien à voir sur les aux valorisations qui sont celles quand on est au Token Generation Event. Et Swissborg qui permet de s'asseoir entre guillemets à la table des grands, c'est plutôt une bonne opportunité, je trouve. Et je pense que les projets en ont besoin. Et en fait, moi, ce qui me marque, c'est que si tu regardes la promotion, parce que nous, on exactement le même parcours que Ethereum Land, quoi, enfin, que AV aujourd'hui. On a fait une ICO, on a perdu 99% et après on est remonté. Euh, 15 fois ce qu'on avait vendu à l'ICO. Mais en fait, finalement, on est toujours là. Et quand tu regardes la promotion, on va dire 2017-2018 des projets, et que tu regardes ceux qui dominent encore le space aujourd'hui, c'est cette promotion-là. Par contre, quand tu regardes la promotion 2020-2021, par rapport à l'afflux de capitaux aussi qu'il y a eu à cette période-là, qui était bien supérieur que 2017-2018, il reste pas grand-chose finalement. C'est qui les grands gagnants, les grands projets qui ont vraiment marqué 2020-2021 et qui n'avaient pas été initiés en 2017-2018? Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Tu vois, il y a peut-être. Aujourd'hui, on peut citer OneInch, qui date de cette période, Uniswap, qui date de cette période, qui est quand même devenu un mastodonte. On a Instadap, on a Solana, qui a eu des financements un petit peu. Enfin, il est en prison maintenant, mais bon, on voit de qui on parle. Yearn aussi, ouais, ce genre de truc, voilà. tu vois. Mais regarde, est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils existent encore, Yearn? Grand débat. On pourra avoir ce débat après. Voilà. Tu vois, même Uniswap, finalement, ils ont été bridés quand même. Enfin, ils ont quand même. Enfin, bien évidemment, le token a été issue pendant cette période-là, mais c'est quand même moi, je me rappelle plus comment il s'appelle le projet d'avant, mais ils sont quand même vécus dans cette période 2018-2019, quoi. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est la même chose pour SNX et c'est la même chose pour Compound. C'est que certes, les tokens datent de 2020-2021, mais souvent ces projets-là étaient un petit peu plus anciens. C'est Balancer que tu cherchais, Anto? Peut-être. Ouais, Balancer, non. On peut regarder Curve si tu veux, tu vois. Après, c'est une évolution de swap avec un different bonding curve. Mais on a eu quelques-uns qui ont survécu, mais comme je suis d'accord avec toi, Anto, c'est que sur la période 2020-2021, j'ai l'impression qu'il y a encore moins de survivants qu'en 2017. Et pourtant, meilleure infrastructure, plus d'utilisateurs, plus de capitaux. Et je pense que ça, c'est dû vraiment à l'abus c'est devenu trop financiarisé, pas assez de gens dans la communauté, pas assez de responsabilité de certains founders parce que c'est devenu juste un business. Et je pense que ça se ressent, quoi. Et on va voir comment ça va jouer cette fois-ci. Mais il y a aussi un truc, c'est que la tech en général a changé. C'est-à-dire que moi, ma première startup en 2016, c'était impensable pour un founder, même quand tu faisais ce qu'on appelle un seed round, de te payer. C'est-à-dire que tu faisais un tour de financement, déjà tu levais beaucoup moins que ce que tu arrives à lever aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu peux lever des millions en seed round. À l'époque, si tu levais 500 000, c'était déjà un bon tour d'investissement. Et tu te servais de cet argent pour recruter tes premiers employés, mais toi et tes co-founders, tu ne te payais pas. Et tu commençais à réfléchir à te payer après un an et demi, voire 2 ans de travail acharné. Et tu avais fait une série A, et là, tu commençais à avoir une petite valorisation et te payer. Maintenant, on voit des gens en seed round, 30 millions de dollars de valorisation, et les mecs se versent un demi-million de dollars par an, tu vois. Et il n'y a même pas un produit. Hein. Les mecs te sortent un PDF. Ils t'envoient un deck, ils disent la valorisation c'est 30 millions, et je te parle du bear market parce que en 2021-2022, il y avait des trucs encore plus débiles que ça, et les gars se versent en toute tranquillité 250 000 dollars, 500 000 dollars de salaire, alors qu'il y a 0 $ de revenus et il n'y a même pas un produit live. Et c'est devenu normal dans la tech, tu vois. Et c'est aussi ça qui a changé, quoi. Je suis d'accord, et ça, c'est clair que c'est aussi l'inflation des VC. Une bonne métrique sur ça, c'est, tu regardes aux États-Unis, dans les sociétés cotées, 50% des sociétés cotées on rapporte pas d'argent. C'est-à-dire, en fait, ils sont en déficit. Et ça, c'est parce que finalement, on arrivait dans des. Le VC, il regarde pas réellement le projet, lui, il regarde son turnover, sa capacité de faire un turnover.
Donc, c'est clair que la crypto, à ce niveau-là, ça va beaucoup plus rapide qu'une IPO. Même si dans les IPO, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'excès, puisque 50% des entreprises ne sont pas profitables aux États-Unis. Et je pense qu'il y a eu ce moment clé où finalement Snapchat s'est introduit en bourse. Et c'est la première fois qu'on a un prospectus qui disait la société ne gagne pas d'argent et potentiellement ne gagnera jamais d'argent. Et ça a ouvert. Et ça a ouvert, si tu veux, les VC se sont dit putain, génial, j'ai un portefeuille plein de garbage que je sais pas quoi faire. Et ça a mené à des listings qui veulent rien dire quoi, en IPO. Et puis maintenant, la crypto, c'est encore pire. Et nous, on voit, parce que des fois, on fait quand même on fait beaucoup de meetings sur cette partie où on veut donner l'accès à des utilisateurs, à des projets sérieux. Et il y a énormément de choses. Et les VC, plus les market makers aujourd'hui, dès qu'ils voient un projet où ils pensent qu'ils peuvent créer un tout petit peu de narratif, ils bident ils achètent à des valorisations qui sont déjà stupides. Et c'est difficile de créer de la valeur. Donc, il faut trouver des founders aussi qui soient courageux, qui acceptent pas les shortcuts. Et c'est pas évident, quoi, parce que voilà. C'est un peu la réalité. Je pense que c'est pas que la crypto. Je pense que la crypto est le catalyseur et un peu l'excès de ce qui se passe dans la tech en général. On voit des founders qui se déclarent finalement ça marche pas, on n'a pas trouvé de product market fit, donc on arrête au bout d'un an. Et les mecs ont levé 10 millions, ils ont dépensé 5 millions et puis ils rendent le truc aux investisseurs et ça fait partie du jeu. Moi, c'est pas forcément un truc qui me choque plus que ça, mais c'est juste que l'écosystème a évolué. Et donc, forcément, j'ai l'impression que ça a une influence sur la survivabilité des projets. Et il se passe la même chose en fait, c'est la financiarisation, et je pense que ça vient du fait qu'on a imprimé de l'argent à gogo, et qu'il y a un petit peu trop d'argent dans l'économie, entre guillemets, et qu'il est relativement mal réparti. C'est qu'aujourd'hui, quand on observe le monde du cinéma et des blockbusters, un film qui coûte moins de 200 millions, enfin moins de 150 millions, 200 millions de dollars, ça se trouve plus. Sauf que le truc, c'est que maintenant, un film qui rapporte moins d'1 milliard, c'est pas rentable. Parce que quand on regarde un budget, la The Marvels qui vient de sortir et qui est apparemment le plus gros four de l'histoire du MCU, il a fait un week-end à plus de 50 millions de dollars. Il y a 10 ans, c'était incroyable de faire un week-end à 50 millions de dollars. Maintenant, on considère que c'est un bid absolu. Pourquoi? Parce que le budget du film, c'est 270 millions de dollars. En fait, on arrive à des valorisations dans les startups, on arrive à des valorisations qui rendent le fait de rendre ces projets rentables hyper compliqué. Donc, je sais pas où ça nous mène, très personnellement. Je sais pas si ça nous mène quelque part. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a un truc que tu as dit, Anto, je pense qui est important, c'est à l'heure actuelle, si tu regardes un peu la DeFi, et je pense que je vais pas te l'apprendre, Marc, mais tout est drivé par les incentives. Et en fait, c'est un peu on va dire, la façon la plus simple d'acquérir un peu on va dire, tu vois, de liquidité ou entre guillemets de vanity metrics. Pour moi, c'est un peu ça. Et en fait, le truc, je trouve que le paradigme change un peu par rapport à ce que nous, on essaye de faire avec le côté, on ramène des utilisateurs et des vrais. Tu vois, c'est pas juste quand on travaille avec les projets où on essaie de les avoir avec Alpha, etc. Pour moi, je trouve que la plus-value par rapport à un VC simple, tu vois, qui vient juste emmener de l'argent, et tu l'as cité aussi avec tu vois, les market makers, on va pas en citer, hein, mais qui essayent juste de farmer, entre guillemets, le projet un peu comme ils peuvent, tu vois, et essayer juste de faire une exit successful. Là, pour moi, il y a une différence dans le sens où il y a vraiment des gens et une communauté, entre guillemets, qui est intéressée par le produit et qui vont apporter de la valeur au produit, en fait. Et pour moi, je trouve que la différence, elle est vraiment là, tu vois, dans ce truc-là. Je trouve, et vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, ça aligne plus les expectations des founders plutôt que d'aller voir des VC. Tu vois, si je devais. Alors, forcément, quand tu es founder, tu as besoin d'argent, donc c'est facile, tu vois. Mais avoir des utilisateurs, et je le sais aussi en tant que product manager, c'est un truc à l'heure actuelle dans la DeFi, mais qui est très compliqué. Et souvent, les gens ont un peu la décorrélation entre l'AUM et les utilisateurs. Pour citer un exemple, ça m'a fait marrer une fois, mais j'avais regardé des métriques de Ribbon et je me suis rendu compte qu'ils avaient 10 utilisateurs et il y avait 10 millions de TVL. Tu vois, et c'est toujours la même chose en fait. On se rend difficilement compte dans la DeFi du nombre d'utilisateurs. Et aligner les deux, en fait, avec ce système-là où tu arrives à avoir de la plus-value d'un côté niveau capital, mais aussi au niveau d'utilisateur pour ramener de la plus-value au projet. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est vraiment cool. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Alors, on le voit, si tu veux, avec tous les gens qui essaient d'entrer early, etc. Mais c'est toujours pareil. Il y a toujours un objectif de farm et un objectif financier. Alors que là, je trouve que ça va, tu vois, un tout petit peu plus loin.
Et ouais, je pense que c'est une bonne chose en fait. J'ose espérer que ça permettra d'en aider en tout cas. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais par rapport à la DeFi et c'est un sujet, qu'on a traité aussi très régulièrement sur les lives. Mais là, peut-être, ce qui serait bien, c'est de faire un état rapide de ce qu'est la DeFi actuellement et de là où elle vient et vers ce vers quoi elle pourrait aller dans les prochains mois, dans les prochaines années et tout ça, avec peut-être aussi quelques, on va dire, je ne sais pas comment les appeler, mais instigateurs de la première heure de la DeFi qui se sont fait épurer à la fois par le temps, à la fois par le bear market. Et aujourd'hui, on voit à peu près qui a fait quoi, qui est resté et qui tient debout sur ses deux pattes. Et d'un autre côté, j'ai une question à tiroir là-dessus qui vient vers Swissborg finalement. C'est comment vous, d'un point de vue des produits, et ça peut-être ça serait une question pour toi Aurélien, vous arrivez à partir d'un produit qui est considéré, en tout cas pour le grand public, comme un produit centralisé dans un premier temps, vers petit à petit, et ça a toujours été votre leitmotiv, vers quelque chose qui est malgré tout de plus en plus décentralisé pour arriver à terme à faire un meilleur pont entre les deux mondes et surtout à ce que l'utilisateur final puisse absolument tout utiliser, comme aussi si la DeFi s'était énormément simplifiée comme on peut le faire sur n'importe quel 3 clics qu'on fait sur l'application de Swissborg ou ce genre de produits qui permettent aussi, puisque ça, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, de bypasser quelque part le risque de perdre sa clé privée du côté de MetaMask, de se faire siphonner le MetaMask. Vous, pour rappel, vous avez une technologie MPC chez Swissborg. Les fonds sont ségrégés à l'extérieur de chez Swissborg. Donc, si vous faites faillite, les fonds des clients ne partent pas avec vous et vous ne partez pas avec la caisse. Enfin, voilà. Petit à petit, on a cette émergence de quelque chose qui est 100 fois plus positif pour l'utilisateur final. La règle aujourd'hui, quand on est dans les cryptos, bien entendu, c'est not your keys, not your coins. Donc, on ne pourra que toujours vous encourager à détenir vos clés sur votre clé privée, sur votre ledger ou tout ce qui vous plaira. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des acteurs comme vous qui permettent de simplifier, de sécuriser et petit à petit de DeFi-iser, si je puis dire, la centralisation qu'avait ce genre d'application à la base. Donc, ça fait beaucoup, mais voilà, il y a de la matière. Ouais, non, ça fait beaucoup. Par où commencer? Oui, on est centralisé, si c'est ça la première question déjà. Euh, on est centralisé, mais concrètement, en fait, il y a une vraie démarche qui a été initiée depuis. Donc, pour info, pour ceux qui ne savent pas, moi, je m'occupe de la DeFi chez Swissborg et de Earn, donc les produits d'investissement qui sont relativement liés. Euh, et en gros, il y a toujours eu cette volonté, entre guillemets, d'apporter plus de trucs avec la DeFi à chaque fois. Ça a toujours été. Donc, ça s'est ressenti au niveau des produits d'investissement avec Earn, qui était à l'époque le Smart Yield, qui avait été lancé par Anto d'ailleurs. Et entre guillemets, maintenant, on est passé dans la phase d'après qui était vraiment de se dire, OK, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans la DeFi. Comment, entre guillemets, nous, à notre niveau, c'est-à-dire application centralisée quand même, on pourrait en tirer parti. Et je pense que la meilleure vision qu'on essaye de donner, c'est une vision qui va faire plaisir à notre CTO, mais c'est un peu le fintech mulette, quoi, où entre guillemets, t'es fintech devant et DeFi derrière. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qu'on essaie de pousser. Et donc, typiquement, ce qu'on a annoncé à Breakpoint, c'est un premier pas vers ça. C'est le fait de pouvoir directement, donc pour ceux qui ne connaissent pas côté Swissborg, on a ce qu'on appelle un Smart Engine, qui est un Order Management System, plus communément un OMS, qui nous permet, entre guillemets, de saisir les meilleures routes quand vous voulez exécuter un trade. Et ça, entre différentes places de marché. À l'heure actuelle, on est intégré avec 5 Centralized Exchange. Et là, l'objectif, c'était vraiment de se dire, comment, entre guillemets, on peut aussi aller sourcer de la liquidité autre part. Et donc, l'objectif, c'était justement de s'interconnecter avec une chaîne. Donc, on l'a fait avec Solana et on l'a fait avec des DEX. Donc, on a fait avec 2 types de DEX, avec un qui s'appelle Orca, qui fait de la concentrated liquidity, donc c'est le même modèle qu'Uniswap, et un autre qu'Uniswap V3, et un autre qui s'appelle Phoenix, qui là est un modèle d'order book. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, en fait, on peut se servir de la DeFi comme notre trading backend, parce que c'est exactement ça. C'est pousser un peu le truc un peu plus loin en se disant, on arrête d'avoir ce côté hyper centralisé, entre guillemets. On sait que maintenant, on se rend bien compte que en fait, la liquidité devient suffisamment mature et les exchanges suffisamment matures on-chain, les exchanges spot, pour pouvoir aller s'interconnecter. Et donc, ce qui à la base était vraiment parti d'un proof of concept avec Solana,
est devenu un truc qui a été complètement mis en prod et qui fonctionne hyper bien à l'heure actuelle. Donc c'est tout, moi, ça me fait toujours marrer le matin quand j'arrive de regarder le smart contract sur Solana et de voir les trades toutes les minutes ou toutes les 2 minutes et de voir passer les trades directement dessus, d'aller regarder, de voir qu'il y a des trades qui partent sur Orca, d'autres sur Phoenix. Et ça, c'est toujours un plaisir. En fait, tu te dis, ça y est, enfin, on a vraiment passé le stade et on commence vraiment à se mettre là-dedans. Et ce que ça apporte en fait en termes de plus-value, c'est la présentation qu'on a fait aussi à Breakpoint, c'était sur ce côté cartel Decentralized Exchange sur lequel on veut vraiment sortir, qui est ce côté, pour ceux qui ne savent pas, mais être listé sur un Centralized Exchange, ça coûte cher quand tu as un projet. Ça coûte très cher. Ou alors, tu as vraiment intérêt à avoir une très grosse traction. Et pour qu'ils aient un incentive à te lister, c'est toujours pareil. Et donc, l'idée, si tu veux, c'est vraiment de sortir de ce truc-là en mode en fait, maintenant, nous, si vraiment on a envie d'aller chercher un token, par exemple, qui est sur Solana et qui n'est pas listé nulle part, en fait, on peut se permettre de le faire. On n'a vraiment plus besoin d'attendre, entre guillemets, que ces cartels-là décident à un instant T quel token est bien ou quel token n'est pas bien, tu vois. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment plus de choses. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est limité avec les SPL sur Solana. On est vraiment limité là-dessus. Mais déjà, ça, c'est vraiment, pour moi, un des super pas qu'on a fait dans la DeFi. Et je dirais le deuxième qu'on a fait, c'est la migration de notre token, dont je me suis occupé aussi. Et ça, pour moi, c'était un truc, ça peut paraître tout bête de l'extérieur, parce que c'est vraiment une migration technique. Hein. Donc, on est vraiment passé du CHSB au Borg, pour ceux qui ne savent pas. CHSB est un token de 2017 quand la DeFi n'existait pas. Donc, je vous raconte pas l'état du code, c'était une catastrophe à plein de niveaux en termes de sécurité, puis même en termes d'utilisation. En fait, on était tellement limité au niveau business qu'on ne pouvait pas faire grand-chose sur la DeFi avec. Et donc, le fait d'avoir fait ce passage-là, et c'est de la façon dont je l'ai toujours dit, je l'ai toujours vendu de façon interne, c'était, pour moi, ça, c'était, entre guillemets, le premier pas vers une décentralisation. Parce que ça veut dire que maintenant, non seulement les gens vont pouvoir avoir notre token dans l'écosystème Swissborg, qui permet d'avoir plein de choses, d'être premium, etc., mais aussi, on va commencer, et on l'a déjà annoncé, entre guillemets, à faire des choses à partir de Q1 dans la DeFi, et vraiment de bosser avec les écosystèmes, de bosser avec les protocoles, pour vraiment, entre guillemets, pousser l'utilisation de notre token. Et puis, si je prends l'exemple d'un lending protocole, on peut très bien s'imaginer le lister en collatéral à un moment sur AV pour ne pas le citer, même si j'ai ma casquette morpho. Désolé Marc, mais en gros, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est Ouais, juste à propos d'essayer. de ça, tu viens pas chez Cola avec une casquette Pepsi, hein, franchement. La prochaine fois, tu l'enlèves ou tu viens plus. Hein. Non mais oh. Désolé de te couper. Hein. Bien sûr, je suis pas sérieux. Hein, c'est une blague. Non, t'inquiète pas. En fait, on en a discuté juste avant. J'avais même demandé est-ce que je la garde ou pas, tu vois. Non, bien sûr que tu peux la garder. On les aime bien, Morpho. Pardon, je t'ai coupé en plein ton truc. Non, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et donc, non, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'était juste, tu vois, de se dire, ça y est, on sort vraiment de la DeFi. Et en fait, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que malgré qu'on soit une plateforme centralisée, on a quand même une équipe DeFi avec des gens qui écrivent des smart contracts et qui en ont écrit beaucoup, en fait. Pour vous dire, on a même sorti un protocole qui s'appelait Hedgefarm, qui n'a pas forcément été une réussite. On l'a lancé la même semaine que le crash de FTX. Donc, c'était pas forcément le bon moment non plus. Mais en fait, tout ça, en fait, ça nous a permis vraiment d'apprendre des choses et vraiment d'aller mettre un protocole en prod tu vois, et je pense que tu le sais très bien, Marc, la différence entre juste coder dans son coin et vraiment partir et manager un protocole au jour le jour, c'est vraiment deux mondes. Tu vois, entre la théorie et l'exécution, on sait vraiment qu'il y a deux trucs. Donc en fait, si tu veux, on a vachement appris là-dessus et maintenant, on est relativement mature et même suffisamment mature pour envisager vraiment une vie dans l'écosystème DeFi. Et c'est ça que je trouve cool, en fait, c'est que ça y est, et même maintenant, à la terre, entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est presque plus tabou de se dire à un moment que tu vois, il y a des boards qui vont sortir de l'app et qui vont aller vivre leur vie, en fait. Et ça, je trouve ça génial, en fait, moi, à mon niveau. Et c'est ce que je disais par rapport au board. Pour moi, tout le monde me disait, mais c'est quoi la meilleure utilité que tu peux avoir? Moi, je disais, en fait, c'est pas l'utilité, c'est juste que ça me permet d'avoir un canevas qui est complètement blank et de me dire à un moment, en fait, maintenant, je peux faire ce que je veux avec et je peux apporter de l'utilité et faire des trucs hyper cool. Aller faire des partenariats avec d'autres protocoles, bosser avec des chaînes. Enfin, voilà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que malgré qu'on soit centralisé, on discute avec tout le monde. Donc, voilà. Et après, pour le côté investissement et stratégie earn, où on avait déjà une patte dedans, on l'avait sorti depuis un petit moment, on essayait de se recentrer plus sur le staking. On développe toujours cette offre de staking avec nos amis chez Kiln. Mais en même temps, on met aussi un pied dans le liquid staking et
Et on essaye un peu de grandir avec les protocoles qui permettent d'avoir ça pour certains. Il y en a qui sont pas encore à maturité et on essaye aussi d'amener notre côté due diligence et ces trucs-là. Donc on avance un peu, avec ces gens-là et puis on a toujours un objectif tu vois, de ramener des strates un peu plus degen dans la DeFi et là clairement moi j'ai un focus là-dessus en ce moment et d'essayer voilà, d'aller chercher des opportunités on va dire avec des payoffs un peu plus asymétriques et voilà et puis plein d'autres choses qui vont arriver mais globalement voilà j'ai envie de dire maintenant on est beaucoup plus dans la DeFi qu'avant et clairement, même au niveau stratégie à l'interne, ça se sent et je pense qu'Anto pourra en parler. Hein, mais Anto, il a toujours été convaincu, mais je pense que lui, il le sent aussi. Donc voilà, je te laisse parler. Ça fait bien trop longtemps que je parle. Non, mais après la DeFi, c'est aussi cyclique. Je pense qu'on était les premiers à offrir de DeFi, tout le yield de la DeFi à travers une application centralisée qui te simplifiait tout le travail. Et puis, il faut rappeler qu'au dernier cycle, moi, je me suis retrouvé à payer des transactions 2500, 4000 dollars pour interagir avec un smart contract. Donc, même si tu as 10 000, 20 000 dollars à investir, ce n'est pas possible. Donc, nous, on simplifiait tout ça. Donc voilà, après maintenant, c'est vrai que moi, l'univers de la DeFi, il a grandi exponentiellement. Il y a énormément de choses, et beaucoup plus de chains, beaucoup plus de protocoles. Finalement, il reste pas, enfin, il y a beaucoup de copycat en fait, et c'est pas facile de lire qu'est-ce qui va arriver prochainement. Et c'est pour ça que je serais curieux de voir, enfin, d'interroger Marc, qu'est-ce qu'il pense de Eigenlayer, parce que moi, ma théorie, c'est, je pense que le DeFi, le next DeFi play, il va être, enfin, il s'est déjà amorcé avec tout ce qui est liquid staking, mais je pense qu'il va se continuer avec ce que fait Eigenlayer, et puis j'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont être à peu près similaires, mais j'ai curieux de savoir. C'est assez intéressant parce que je suis ultra bearish sur le risk taking. Et pourtant, on m'attendrait pas là-dessus, puisque je suis quand même le roi des degen et empiler les protocoles les uns sur les autres, prendre des sous sur AV, les mettre sur Balancer, prendre les LP tokens, les envoyer sur un autre machin. C'est ce que je fais au quotidien avec les French Charts. Donc, ça peut sembler étonnant que le risk taking, ça me plaise pas. Pour resituer un petit peu aux gens, ce que fait Eigenlayer et pas que, c'est qu'il propose à des gens qui stake donc qui prennent des Ethers et qui sécurisent le réseau Ethereum, de tokeniser cette position, ça c'est du liquid staking token. Donc c'est par exemple ce que fait Lido, c'est par exemple ce que fait Rocket Pool, etc. Donc avec le STETH, le RETH, Stader avec EtherX et il en existe plusieurs autres. Là, le restaking va permettre de rendre liquide cette position de staker, soit directement, soit par un liquid staking token, puisque on a Stader qui ont annoncé le EtherX, donc qui va permettre à la fois de faire un liquid staking token et de faire du restaking. Et donc de se servir de ces sous comme, entre guillemets, police d'assurance ou dual staking pour les protocoles DeFi. Donc vous avez par exemple AV qui a le safety module. Donc si vous avez des AV tokens, vous pouvez les mettre en garantie pour une durée de 20 jours minimum. Et en échange, vous allez recevoir en revenu en AV token et prochainement en Go token, donc le stablecoin d'AV et en Ether. Et si la DAO d'AV choisissait de souscrire un peu à Eigenlayer ou à ce type de protocole, on pourrait bénéficier des Ethers, enfin d'une partie des Ethers qui sont stakés dans leur système, comme entre guillemets partie du safety module. Et s'il y avait un problème, on pourrait mobiliser ces fonds pour protéger entre guillemets le réseau. Ça, c'est la version simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma version simple? Ouais. D'accord. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de faire ça, voire c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'économie on-chain n'est pas assez grande. Alors, ma position d'aujourd'hui n'est pas ma position dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, la DAO la plus rentable on-chain, c'est MakerDAO. MakerDAO fait 200 millions de dollars de profit par an. Enfin, de revenus par an et à peu près 70 millions de dollars de profit. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent environ 90 millions de dollars par an pour faire ce qu'on appelle le DAI saving rate, qui leur permet de stabiliser leur stablecoin DAI, et le reste, ils le dépensent avec leur service provider, leur développement, les différents gens qui travaillent pour la MakerDAO, et donc il leur reste 70 millions de dollars. Le staking sur Ethereum, on parle de milliards qui sont mobilisés, et aujourd'hui, le staking sur Ethereum, je vais regarder en direct. Un bon site de référence pour ça, c'est validatorq.com. Et aujourd'hui, on est sur
23%, 22,95% de tous les Ethers qui sont stakés. Et le revenu de ça, c'est 3,80% actuellement, parce que le gaz s'est un petit peu réveillé ces dernières semaines, donc ça a réaugmenté un petit peu, mais ça avait plafonné à 3,50 au plus bas. Pour ne faire gagner que 1% de plus à ces gens-là, vous faites le calcul, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on en est très très loin. Donc aujourd'hui, pourquoi les gens restake? Ils restake parce que c'est ce qu'on appelle un circle jerk AVC. Donc tout le monde essaye de farmer un airdrop. Ils veulent tous le token Again Layer, etc. Mais l'économie n'existe pas. Aujourd'hui, l'économie pour justifier ce restaking n'existe pas. Donc, une fois qu'ils auront fait leur joli airdrop, etc., de leur token, leur shitcoin de VC, parce que je peux te dire que là, les seeds, les séries A, etc., et les valorisations sur ce type de token, on n'était pas sur du 500 000 $, bah, il va falloir justifier un petit rendement quand même, parce que bah, pour mobiliser les gens, si ne serait-ce que 10% des stakers aujourd'hui, c'est-à-dire 2,3% de tous les Ethers, allaient sur qui sont stakés aujourd'hui, aller sur Eigenlayer, comment justifier qu'au lieu de 3,5%, on gagne au moins 5%, parce que sinon, ça ne mérite pas le risque. Et ben, la seule solution, c'est d'empiler les risques. D'empiler les risques pour empiler le rendement. C'est d'aller choper 5 millions de dollars à la AVDAO, c'est d'aller choper 10 millions de dollars à la MakerDAO, c'est d'aller choper 2 millions de dollars à Compound. Et en fait, à force d'empiler les risques pour aller gratter quelques millions de dollars, parce que forcément, bah, MakerDAO, ils peuvent peut-être dépenser 20 millions par an là-dedans. AV, ils peuvent peut-être dépenser 5 millions de dollars par an, mais quand on va aller chercher les Radiant Capital, qui sont déjà des fermes à airdrop, et les Morpho qui n'ont jamais gagné le moindre dollar, puisque aujourd'hui le protocole ne génère pas de revenus, comment on justifie ce rendement? Donc, je pense que la seule chose qu'ils vont faire, c'est que soit ça va rien rapporter, et du coup, bah, coup d'épée dans l'eau, sert à rien. On va gagner 3,6% au lieu de 3,52. Merci, mais au revoir. Moi, ça m'intéresse pas. Et deuxième truc, soit ça va rapporter 4,5% au lieu de 3,5%. Mais pour ça, on va s'exposer à 25 protocoles. Et croyez-moi, sur les 25 protocoles, il y en a 4 qui vont se péter la gueule. Et donc, vous allez gagner 1% de plus pour perdre 20% de votre capital. Bravo, merci d'avoir joué et au revoir. Donc aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Reposez-moi la question dans 5 ans quand les DAO génèrent des milliards par an. Et là, je vous dirais, bah ouais, peut-être c'est intéressant et à considérer. Mais pour l'instant, c'est un move qui ne m'intéresse pas. C'est un token auquel je ne m'expose pas. Et c'est un airdrop que je ne farme pas. Non, franchement, ce que tu viens de dire, ça fait beaucoup de sens. Maintenant, si j'invoque juste le dégel en toi, parce que moi, ce que ça me fait beaucoup penser, c'est les mêmes choses que ce qui s'est passé sur Kusama ou Polkadot avec les Parachain Auction. Alors, est-ce que c'est un succès d'un point de vue à la fois market cap, utilisation? Non. Mais en revanche, tu as eu des trucs qui étaient complètement lunaires. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais tu as Moon River qui, quand il est sorti, donc c'était finalement le premier de ces Parachain Auction. Je crois que Kusama valait dans les 500 balles à ce moment-là. Et pour chaque Kusama que tu loquais pendant 12 mois ou 24 mois, je ne me rappelle plus, 24 mois, je pense, tu gagnais un Moon River qui, à la sortie, valait 3600 dollars. Alors, on était au top du digène, mais avec un staking, tu faisais un 12x sur la valeur nominale de ton staking. C'était un truc jamais vu, moi. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Anto. Mais en fait, et c'est très important que tu le mettes en avant, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ça a existé et des gens ont gagné de l'argent, et tant mieux. Mais les gens qui ont acheté les Moon River à 3600 dollars, aujourd'hui, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et en fait, dans cette émission, on essaye de vous présenter différents types de stratégies pour différents types d'investisseurs. Moi, ce que je défends dans l'émission, c'est, entre guillemets, j'aime pas cette expression, trouvez-moi dans le chat quelque chose de mieux que mon père de famille, mais entre guillemets, un investissement raisonné qui est là sur le long terme. Quand je rentre sur une coin, je suis là pour la garder pour des années. Je suis rentré sur Ethereum en 2015, j'ai toujours mes Ethers. J'en ai vendu une partie, j'ai pris un petit peu de profit, j'ai réinvesti, j'ai fait des choses avec mon capital, mais la plupart de mon bag en Ether, je l'ai encore, et je pense que je l'aurai encore pendant longtemps, parce que je suis un investisseur long terme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... que c'est interdit et que la spéculation est mauvaise. C'est juste que je considère que l'économie aujourd'hui on-chain
ne justifie pas l'existence d'un truc comme EigenLayer. Et du coup, pour moi, c'est un bordel à VC, c'est un bordel à airdrop, c'est un bordel à spéculation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent. Tu l'as mis en avant et je pense que tu as raison. On peut potentiellement gagner de l'argent avec ça, mais c'est un move sur lequel moi je reste sur le côté. Regarde, aujourd'hui, enfin cette semaine, le gros truc qui a rapporté plein d'argent, c'est Grok. Grok, c'est parce qu'ils ont fait un shitcoin du nom de l'IA d'Elon Musk. Le truc a fait x80. Sauf qu'il y a Zach XPT qui a fait un trade aujourd'hui en disant hey, les gars, c'est un shitcoin et le mec qui a créé ça, il a déjà fait des scams et des exit scams et des rug pulls. Dans les 10 minutes de ce trade, le token a fait moins 50%. Et a priori, là, il va directement à zéro. Donc la spéculation, c'est bien. Il y a des gens qui ont gagné des fortunes cette semaine avec Grok. Mais les gens qui ont acheté hier le Grok, ils ont tous perdu de l'argent normalement. Enfin, sauf si je dis des conneries. Les gens qui ont acheté ce matin le Grok, ils ont perdu de l'argent. Donc, il faut bien distinguer l'investissement de la spéculation. Pour moi, EigenLayer, c'est de la spéculation pour l'instant. Make sense. Ouais, agree. Après, si on doit parler des trucs qui peuvent fonctionner à l'avenir, alors après moi je suis biaisé avec la DeFi, mais je dirais toutes les pièces d'infra qui sont en train de se construire, et ça c'est vraiment un truc. C'était le grand mot des VC, ça, quand tout le monde essayait de lever, c'est est-ce que vous buildez de l'infra pour la DeFi? J'ai l'impression qu'on commence à arriver vraiment avec des bonnes pièces d'infra sur plein de choses. Que ce soit sur du lending ou même il y avait sur de la concentrated liquidity pour ceux qui connaissent Arrakis V2, mais typiquement ce genre de choses. Et en fait, ouais, assez bullish sur ça et je pense qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver là-dessus. Et je dirais que pour moi, le grand move, il sera justement sur ces primitives entre guillemets DeFi qui vont vraiment se créer et qui seront vraiment créées comme des pièces d'infra que tout le monde pourra utiliser. Et la deuxième chose, c'est vraiment le trading on-chain, mais le trading un peu fast, un peu comme pour ceux qui connaissent un peu Hyperliquid, qui est un perp, qui est un perpetual exchange, et puis je dirais DYDX avec leur nouvelle chaîne Cosmos perso. Je dirais que c'est un peu les trucs dans le radar à l'heure actuelle. Et ouais, un peu bullish écosystème Atom, enfin écosystème Cosmos, qui est un peu bizarre à mon sens. Moi, j'ai du mal à me convaincre, mais je vois quand même pas mal de choses passer sur l'IBC, etc. Et ouais, il y a pas mal de trucs que je trouve intéressants là-dedans, et voilà. Et bizarrement, je suis très bearish L2. Ça, c'est un peu mon truc. Ça, c'est un peu la thématique court terme. J'observe ça depuis 6 semaines environ. Et le pic, ça a été vraiment le Solana Breakpoint. Est-ce que tu as été à Amsterdam? Peut-être que c'est pour ça que tu es le non, mais même pas en plus, tu vois. Je me suis pété une côte, genre, j'ai même pas pu y aller. Je devais y aller avec la team DeFi. J'ai pas pu y aller. Mais non, c'est même pas bearish. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est ce côté. J'ai toujours ce côté qui m'emmerde un peu. Pardon pour le langage grossier, mais sur ce côté, c'est quand même con qu'on n'arrive pas à scale le truc de base et qu'on soit obligé passer par des roll-up et des trucs alternatifs à côté pour vraiment y arriver. Même si je sais que ça fait partie du truc. Que pour moins de 1000 euros, tu peux monter ton propre node Bitcoin. Pour 350 euros à peu près, tu peux monter ton propre node Bitcoin, et pour 500 euros, tu peux monter ton propre nœud d'Ethereum. Et une fois que tu auras fait tourner ton propre nœud, je pense que tous les trucs, le L1 monolithique, les Solana, les multivers X, les machins, tu te diras, ouais, la décentralisation, c'est bien aussi. Non, mais c'est sûr. Non, mais clairement. Après, c'est comme je te dis, c'est juste. Je pense que c'est juste un biais avec, tu vois, avec tous ces roll-up, avec leurs utilisations, etc. Et puis je pense que, enfin voilà, il y a un peu de merdier un peu partout. Mais là où il y a je te des choses. rejoins à 100%, c'est que on a prétendu avec les L2 et surtout dans l'écosystème Ethereum, et pour moi c'est hypocrite. C'est-à-dire qu'on a créé des layers 2 ultra centralisés, mais vraiment ultra centralisés. Aujourd'hui, les séquenceurs, c'est des fondations. Les séquenceurs, ouais, voilà, exactement. Voilà. Si j'ai envie de valider une transaction sur Arbitrum, je peux pas aujourd'hui. C'est merci, non merci. Je veux faire la même chose sur Optimism, merci, non merci. Polygon, c'est pareil. Enfin, on a remplacé. Enfin, on a mis une multitude de choses ultra centralisées au-dessus d'un layer 1 décentralisé, et on a appelé ça de la décentralisation. Pour moi, c'est une fumisterie totale.
Mais vraiment, hein, Ouais. et pourtant, je suis celui qu'on appelle le Ethereum maximaliste, etc. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement insatisfait de l'écosystème des Layer 2, Mm. puisque certes, on a atteint de la scalabilité. Aujourd'hui, on peut utiliser Arbitrum, Optimism, Polygon, et ça marche très très bien. zkAVM, ça marche très très bien, Scroll, etc. Mm. Mais c'est centralisé as fuck. Et ça n'a jamais. Tu vois, on se moque un petit peu de Cardano. Cardano est plus décentralisé qu'Arbitrum, hein. Et ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est un Moi, fait. c'est ce que j'allais dire. Ça fait quand même mal de dire du bien de Cardano. Mais- Ben voilà. Donc, C'est ce moment c'est. où Marc avoue en public qu'il a converti tous ses AAV en ADA depuis 2 ans. Oh non! On lance le staking bientôt sur Swissborg, le staking ADA, Marc, si tu veux. Tu pourras les poser dessus avec grand plaisir. Par contre, les amis, c'est pas un vrai layer 2, mais Gnosis Chain, on peut devenir validateur à partir de $150 et ça marche vraiment et c'est plutôt pas mal. On vient de lancer AV, mais c'est pas un vrai layer 2. À chaque fois, il faut faire des concessions. Moi, la réalité, c'est que aucune blockchain aujourd'hui est mature, qu'il faut faire preuve d'un petit peu d'humilité, de savoir qu'on n'est qu'au tout début de la technologie, que dans 5 ans, l'écosystème sera complètement différent, et déclarer des vainqueurs aujourd'hui, c'est un petit peu stupide. Donc, je sais que parfois, je mets un petit peu plus en avant l'écosystème Ethereum, parce que forcément, j'ai un biais là où je travaille, et là où il y a la majeure partie des utilisateurs, des développeurs et des applications, mais en réalité, il est tout à fait possible, voire probable, que dans 5 ans, Ethereum soit complètement remplacé par une autre solution qui aura su s'imposer. Mhm. Non, mais c'est clair. Après, je pense que c'est aussi toutes ces chaînes-là ont malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais je dirais qu'elles ont toutes leurs valeurs et elles ont toutes. On en vient presque à maintenant un truc où tu vois, t'as l'impression qu'elles ont tous leurs utilisations propres, quoi. Et tu vois, Ethereum, c'est vraiment pour sécuriser de la valeur. On le sait depuis longtemps avec le prix de la transaction et puis même la sécurité en elle-même de la chaîne, tu vois. Et donc, on sait très bien que pour aller sécuriser de la valeur, vraiment Ethereum est le meilleur truc. Et tu vois, après, dès que tu vas parler de NFT ou autre, tu peux parler de Solana, entre guillemets, qui est presque mieux en termes du X. C'est marrant parce que on commence à avoir presque des biais du X par rapport à certaines chaînes et à ce qui est disponible dessus. Et c'est ça que je trouve marrant, en fait. Tu vois, sans le savoir, on commence presque à avoir, tu vois, le concept d'app chain et de product chain, en fait, il se fait naturellement presque. J'ai l'impression. Ça commence à devenir, ça l'était déjà un peu, mais j'ai l'impression que maintenant, vraiment, tu vois, ça commence à être un peu comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien ce mouvement un peu avec les app chains, à voir ce que ça va donner, clairement, parce que j'en sais foutrement rien. Mais j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans l'ère un peu justement où la tech commence à vraiment passer derrière le produit sur ces notions de chaîne et on arrive dans une certaine maturité où ça y est, tu vois, on veut plus trop regarder la chaîne et entre guillemets, on peut presque lancer un roll-up comme ça, si tu veux, maintenant. Et pour se dire, Avec les j'ai solutions besoin Polygon, Cosmos, ouais, c'est exact. très simple Tu vois, aujourd'hui, hein. tu vois, avec les Supernets, avec Tendermint et compagnie, et puis même avec les L3 sur Arbitrum, etc. Maintenant, tu peux lancer des app chains comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, tu vois, où ça va aller là-dessus. Et ouais, de voir un peu la suite là-dessus, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien tous les moves qui ont été faits, etc. Là, rapport à ça, à ces app chains, et je pense que ça va être intéressant à voir un peu d'ici une petite année et d'avoir un petit feedback là-dessus, quoi. Moi, très clairement, si dans 18 mois, ils ont pas, parce que les tokens, ils sont sortis maintenant, hein. Le Optimism token, il est là. Le Arbitrum Mhm. token, il est là. Ouais. Le Starknet token, à mon avis, dans les 6 mois, il est là. Faut pas non Mhm. plus. Et quand je dis dans les 6 mois, c'est probablement dans les 3 mois, voire dans les 6 semaines. Suivez mon regard. On a eu, il y a pas longtemps, Abdelhamid sur la chaîne. Enfin, les tokens, ils sont là, ils commencent à être bien distribués. Ils s'en servent pour distribuer des grants et du liquidity mining. Donc maintenant, il y a une communauté de holders. Je suis désolé, mais si ils n'ont pas décentralisé les séquenceurs dans les 12 mois, dans les 18 mois, pour moi, je considère que c'est un échec. C'est un échec et ça remet presque en question la vision d'Ethereum et la vision d'Ethereum et de ses roll-ups. Parce qu'au final, parce que là, on le voit bien, les marchés se réveillent un petit peu. On n'est pas encore dans un bull market où tout le monde est fou et tout le monde est revenu sur la chaîne. Le prix du gaz sur Ethereum Layer 1, il s'est réactivé tout de suite. Donc maintenant, on recommence à payer plusieurs dollars, voire plus de $10 pour faire des transactions et des actions sur Ethereum Layer 1.
Donc, il faut aller sur les layers 2. Ça, c'est la vision de base. Hein, de toute façon, on sait que c'est censé marcher comme ça. Mais si les layers 2, c'est ultra centralisé et que tu as 3 pauvres fondations qui ont levé 50 millions de dollars auprès de VC à des valorisations de plusieurs milliards qui contrôlent tout, bah pour moi, la décentralisation, elle est de zéro. Donc, si 95% des utilisateurs utilisent des trucs centralisés, mais utilisez Amazon Web Service, hein, ça ira plus vite. Hein, ou utilisez WeChat, hein, ça marche vachement bien. Mais voilà. Donc, pour moi, on est un peu à la croisée des chemins et je trouve que on est tolérant, mais il est temps de revenir à la décentralisation ou alors ça sert à rien, quoi. Ouais, bah après, ouais, j'ai envie de te dire, il y a une vision de est-ce qu'on va vraiment décentraliser ces trucs-là, mais en tout cas, pour l'instant, ça bouge pas, quoi. Et c'est toujours pareil, quoi. Quand les gens commencent à s'intéresser à Arbitrum et qu'ils se rendent compte qu'en fait, celui qui enverra sa transaction la plus vite direct sur l'API, sur le séquenceur, bah, en fait, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu commences à comprendre ça, en fait, t'es toujours dans une problématique Web 2 et en fait, c'est toujours pareil. Mais après, il y a aussi la question est-ce que l'utilisateur en a quelque chose à foutre? Et ça, c'est un autre truc, tu vois. Ça, c'est toujours le problème, Aurélien, c'est que, tu sais, c'est ce qu'on appelle le Turkey chart. Turquie comme la dinde, hein, pas comme le pays. Ouais. C'est-à-dire que la décentralisation, tout le monde s'en fout jusqu'à qu'on s'en fout pas. Donc, Celsius, c'était la meilleure plateforme du monde jusqu'à que ça devienne vachement pourri. FTX, c'était génial jusqu'à que ça devienne vachement pourri. Et en fait, c'est toujours la même chose. La décentralisation, c'est pas une option. Ah non, mais je suis pas à convaincre là-dessus. Je suis vraiment pas à convaincre sur ce sujet-là, mais c'est toujours pareil, tu vois. C'est comment, au niveau utilisateur, entre guillemets, t'arrives à mettre le point dessus. Pour info, on n'a jamais dit que Celsius était meilleur, on a toujours dit que Swissborg était mieux, avec Anto. Mais moi, je suis bien d'accord. Je pense que Marc aussi, ce qui manque, c'est... Enfin, après moi, c'est la lecture que j'en ai, mais tu vois, si tu regardes Ethereum et ce que vous avez fait, par exemple, il y a quand même une certaine alignement dans la vision et dans la conviction des founders, aussi bien au point de vue protocolaire qu'aux ceux qui font les vraies fonctionnalités. Et aujourd'hui, en fait, quand je regarde tu vois, par exemple, je vais regarder Arbitrum ou même, enfin, Optimism, ils sont encore dans une position différente, mais si je regarde Arbitrum en particulier, je sens pas cet alignement, il n'y a pas de conviction, c'est très technique en fait. Ah, comment on fait des airdrops moins chers, quoi. Mais c'est si je veux caricaturer. Ou comment on fait des copy-paste de AV ou Uniswap moins chers avec des gas fees qui sont moins chers. Et donc, du coup, t'as pas un écosystème qui se keep accountable, donc qui se garde responsable en fait d'enforcer une vision. Et cette disconnexion, elle est quand même assez flagrante, quoi, entre Ethereum et ses dApps, et puis comment ça s'est transposé sur les L2, parce que finalement, pour moi, celui qui peut mettre les points sur les i, c'est celui qui vient un peu avec une application. C'est peut-être ce qu'essaie de faire Stani avec Lancer d'une certaine façon, mais tu arrives avec une application qui déploie énormément d'adoption, qui déploie des use cases, et qui tu vois, par le forceps, pousse l'écosystème à devenir vraiment décentralisé, parce que sinon, c'est un point bloquant dans sa vision, quoi. Et donc, je pense qu'il manque ça, quoi. Finalement, les applications sur Arbitrum, enfin, moi, il n'y a pas grand-chose qui me plaît en ce moment, quoi. Le dernier truc que j'ai vu qui me plaît, c'est Ethereum Attestation Services, là, EAS. Ça, je pense que c'est cool. Mais tu vois, c'est sur Ethereum, encore une fois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que la différence de culture vient aussi d'une culture de gens qui se sont soit bootstrappés, soit ont fait des ICO il y a très longtemps, et du coup, on a un peu cette vision de on s'est financé on-chain, ou on vient du on-chain et on exécute on-chain, à des, excuse-moi, mais Starknet, c'est des VC, Optimism, c'est des gros ricains VC, Arbitrum, c'est pareil, et au bout d'un moment, c'est sûr que quand tu as chopé 50 millions de dollars et 2 milliards de valuation avant même d'avoir écrit la première ligne de code, ça te donne pas très envie de penser à la décentralisation. Enfin, tu n'es pas dans les mêmes logiques et les mêmes raisonnements de pensée, ni t'attires les mêmes publics que les gens qui ont construit un petit peu le truc de base. Mais en même temps, c'est la réalité du monde. De toute façon, il y a une pluralité. Donc, si on n'est pas content d'Arbitrum, il y a Optimism. Si on n'est pas content d'Optimism, il y a zk-Sync, ou il y a Scroll, ou il y a Métis. Enfin, bref, on va tous les citer. Et je pense qu'il y en aura 30 de plus dans l'année qui vont sortir. Est-ce qu'ils seront tous de qualité? Certainement pas. Mais il y aura peut-être celui du futur parmi eux, quoi. Yep.
Ouais, Base, ils disent. Ouais, Base, Base, on n'est pas vraiment dans la vision décentralisée, j'ai vu les effectivement. messages. Base, c'est décentralisé, c'est-à-dire, les gars, on peut en discuter longtemps, mais genre vraiment très longtemps de celle-là, mais si vous voulez. Mais... Ouais, mais tu vois, au moins, ils te sortent pas une vraie fausse gouvernance et un vrai faux token. Voilà. Eux, au moins, il y a zéro hypocrisie. Bonjour, on s'appelle Coinbase, on est un échange centralisé, on a fait une IPO, tu veux le token, tu vas acheter, tu ouvres ton compte titre et tu achètes l'action coin. Mais sinon, bah voilà, le gaz c'est en Ether, il n'y a pas de DAO, il n'y a pas de vote, on organise le truc et au moins ça marche. Moi, je préfère ça, au moins c'est pas hypocrite. Au moins, on affiche la couleur, j'achète ou j'achète pas. Je suis libre d'y aller ou de pas y aller, mais on me ment pas. Et on me prétend pas, oui, on va tous se serrer la main et on est une communauté et viens dans mon forum me dire ce que tu as envie, quelle est ta vision d'optimisme demain, c'est bon, quoi, ça suffit, quoi. Non, c'est clair. Non, mais tu as raison là-dessus. Je pense que c'est aussi une question d'expectation. Et c'est clair que là-dessus, ils ont été hyper transparents dès le départ, quoi. Au moins, ça a été clair dès le début. Genre, les gars, il n'y aura pas de token. Ça sert à rien de venir chez nous si c'est juste histoire de farmer. C'est pas la peine, en fait. Ça sert à rien. Et puis, en fait, c'est bien d'un côté, parce qu'au moins, tu vois, ça aligne le truc, quoi. Si tu y vas, comme tu dis, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est que tu cherches quelque chose que tu n'as pas autre part ou autre. Et voilà. Mais ouais. Mais bon, on verra. Par rapport à Coinbase, vu que ça a l'air d'être le grand choisi du futur pont pour les ETF, on pourra peut-être clôturer d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous pensez que les ETF ont d'ores et déjà une approbation assurée? Alors ça, je sais qu'on ne peut pas s'avancer totalement là-dessus, mais surtout, ma question sous-jacente, c'est un truc que j'ai vu une ou deux fois passer ces jours-ci, donc faisons-nous l'avocat du diable pour clôturer l'émission. Ça laissera tout le monde sur une note un peu douteuse, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on pourrait avoir un refus pur et dur d'approbation d'un seul bloc de tous ces ETF spots, et notamment qui serait que le second refus historique de toute l'histoire de BlackRock sur les demandes d'ETF? Anto, tu veux que je commence? Moi, non, personnellement, je pense que j'y crois pas. Je pense que c'est. J'aurais tendance à dire, je pense que c'est. Je pense pas que c'était un fight, en fait, tu vois, de la SEC ou même ce genre de truc. J'ai jamais cru à cette notion de on veut fight l'écosystème crypto, etc. Même s'il y avait des signes ou ce genre de truc. Je pense que c'est plus une question d'essayer de délai le truc un peu plus longtemps et d'essayer de entre guillemets, j'ai presque l'impression qu'en fait c'était de l'inévitable dès le départ et qu'en fait c'était juste, on sait pas comment le prendre, quoi. On n'arrive pas à l'attaquer, on sait pas par quel angle le prendre et on sait vraiment pas quoi faire de ce truc en fait. Et j'ai l'impression que maintenant, entre guillemets, avec un mastodonte comme BlackRock, et on va pas se mentir, ils sont là aussi pour l'argent, hein, de toute façon, hein. Ils sont pas là pour, je veux dire, c'est pas une non-profit, hein, BlackRock, hein, faut pas se leurrer, hein. Et je pense pas que le truc soit à ce stade avancé et entre guillemets avec une maturité dans l'écosystème financier à ce point, parce qu'il y a vraiment une maturité crypto dans l'écosystème financier, et une reconnaissance en fait aussi, tu vois. Il y a vraiment une reconnaissance et qu'on se retrouve avec un truc qui part pas. Pour moi, à la limite, la question du délai, je veux bien, mais la question vraiment de l'amélioration pure et simple, non. Pour moi, je pense que le truc est déjà fait et que maintenant c'est plus qu'une question de temps, voilà. Mais je sais pas ce que t'en penses, Anto, mais. Ouais, c'est pas une question qui est facile à répondre. Après, moi, je m'intéresse un tout petit peu moins à l'analyse technique, mais je m'intéresse plus à la macro. Donc, j'aime bien, par exemple, je lis pas mal, tu sais, l'ancien CEO de BitMEX qui s'appelle Arthur Hayes. Il arrive à bien vulgariser, il a quand même une bonne analyse. Et en fait, moi, si tu veux, si j'essaie d'un peu de réfléchir à l'environnement, il y a plusieurs choses qui se passent, quoi. Bien évidemment, même si c'est très peu probable que dans les 12 prochains mois, on voit la Fed qui change son taux directeur. Tu as des phénomènes plus complexes qui correspondent à des réinjections de liquidités. Par exemple, si tu regardes le reverse repo mechanism, tu vois, ça fait partie des choses, mais je ne vais pas rentrer dans cette complexité. Néanmoins, c'est clair que la valeur relative du dollar ou des fiat de façon générale, elle va continuer en fait, voilà, à être opérée. Donc, tu arrives aussi dans un monde où il y a quand même des problèmes structurels, aussi bien, on va dire, la finance très institutionnalisée qui se retrouve avec des sous-jacents qui sont extrêmement corrélés, potentiellement qui se retrouvent dans une situation où la dette d'État, on l'a vu, le 30 ans américain, il avait, je crois, 50% en une année ou des choses comme ça. Donc, on se retrouve dans une modularité aussi
du spectre financier traditionnel qui était quand même vachement chamboulé, la géométrie. Donc ça fait du bien de ramener des assets de crypto finalement dans un monde qui est quand même assez chamboulé. Et après, il y a le fameux problème des retraites aussi. Et donc finalement, si tu réintroduis du Bitcoin aussi bien sur la balance sheet des États ou potentiellement dans des fonds de pension, tu peux rebalancer un tout petit peu en fait toutes les conneries qui ont été faites ces 15 dernières années. Je sais pas à quel point, mais c'est un espoir assez grand. Donc je pense qu'il y a des forces aussi plus importantes que ce qu'on pense qui nous dépassent. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la décentralisation et pour la crypto sur le long terme? Pas tellement, quoi. Donc ça, c'est le corollaire de ce qui se passe, quoi. C'est à court terme, c'est bien, on devient tous potentiellement plus riches en dollars, mais sur le long terme, I don't know, quoi. Oui, c'est un peu les deux discours qu'il avait eu à 15 jours d'écart, Arthur Hayes, où il avait dit effectivement tout un laïus très positif avec un potentiel Bitcoin plus tard à 1 million. Et 15 jours après, il disait, mais attention toutefois, une fois qu'ils auront mis la main sur tous les Bitcoins, ils en feront ce qu'ils veulent, sous-entendu BlackRock et toute la compagnie. Donc c'est vrai que c'est le gros double effet qui se coule. Et les cypherpunks doivent un peu se retourner, pas dans leur tombe, mais sur eux-mêmes, quoi. En ce moment, ça doit être un questionnement philosophique qui est un peu, voilà, un peu compliqué, je dirais. Je sais pas, Marc, si tu avais un petit avis pour clôturer là-dessus, et ça fera 1h30 qu'on est ensemble. C'était vraiment cool. D'ailleurs, on va pas passer le temps. On pourrait faire ça presque tous les soirs, comme je disais tout à l'heure. Alors tous les soirs, ce serait un petit peu intense, surtout qu'on n'a pas beaucoup de voix vu qu'on est tous les deux malades, donc je suis pas sûr qu'on tiendrait quelques... Remember janvier 2021, 25 jours d'affilée. Hein. Ouais, non, même plus, hein, je crois qu'on avait fait plus de 30. Hein. Bon, enfin, ouais, bref. possible. Effectivement, je suis d'accord avec vous. J'ai envie de tester un nouveau truc si tu m'autorises, CM. Tu sais, il y a des banques qui font les Lucky Draw pour filer un airdrop à la communauté. Tu m'autorises à en faire un? Fais-toi plaisir. Allez, je partage mon écran. Alors, comme ça, on termine là-dessus, vu que ça fait 1h30. Et ça, c'est pour les Warriors qui sont restés 1h30 avec nous. Ou alors qui se sont connectés à la dernière minute. Qu'est-ce que t'offres, Marc? Bah, de l'argent. Une Lambo. En fait, ça, c'est des banques, c'est vachement bien. C'est le meilleur tracker pour les portfolios. Et en fait, ils ont un nouveau truc qui s'appelle Stream, qui est leur mini réseau social. C'est un peu centralisé, mais bon, au moins ça fonctionne bien. Et donc, on peut choisir ce qu'on file. Donc, je file $50 à l'un d'entre vous. C'est pour tester. Donc, voilà. Hop, normalement, on ne voit pas mon code si je fais ça. Et voilà, si vous allez me retrouver sur des banques, les Misskate, n'importe qui me follow peut participer et dans 24 heures, vous serez l'un des gagnants. C'est parce que lors du précédent Bull, donc quand on a lancé l'émission, c'était un petit peu compliqué. On faisait des airdrops assez régulièrement, des giveaways, mais la plupart des gens n'avaient pas de wallet ou alors n'utilisaient pas la blockchain. C'était un peu compliqué. On a eu quelques mauvaises expériences. Là, au moins, avec des banques, je suis sûr que vous avez un wallet et que vous avez au moins $100 sur la blockchain. Donc, vous avez un petit peu utilisé le truc. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un cadeau à la communauté, c'est pour finir là-dessus. Et si ça marche et que ça vous plaît, on refera ça un petit peu. Très cool de ta part. Et on conseille des banks. On conseille aussi Rabi Wallet pour ceux qui veulent remplacer MetaMask, qui est tout nul. Alors là, Rabi qui n'est pas encore disponible sur mobile, par contre, attention de ne pas vous faire c'est scam, relou. Notamment Android. Il y a beaucoup de gens qui se font encore avoir, mais voilà. Ni sur Firefox, ça fait des plombes que je leur demande, mais ça n'a pas l'air d'avancer. Donc... Alors moi, j'utilise Opera Browser et ça marche nickel. Il y a une version crypto, il y a une version gamer. Moi, pour séparer un peu les choses, j'ai pris la version GX qui est faite pour les gamers. Et du coup, j'utilise Rabi dedans et c'est un gros conseil. Il y a la version Rabi Desktop qui est super bien aussi et qui est vraiment mon principal. Aujourd'hui, je fais 90% de ce que j'ai à faire sur Rabi Desktop parce que tu peux importer tes dApps, les vérifier, être bien sûr quand tu signes que tu es en train d'interagir avec la bonne dApp, etc. C'est un gros conseil. Malheureusement, il y a une grosse limitation, c'est que c'est l'écosystème EVM au sens large. Donc, si vous allez traîner sur Solana, c'est pas possible. Si vous allez traîner sur Cosmos, c'est pas possible. Donc, si vous utilisez Solana, ma recommandation, c'est le wallet Phantom, qui marche très bien, qui est très, très agréable d'utilisation, qui est malheureusement pas open source, en tout cas la dernière fois que j'ai vérifié. Donc,
mettez pas des énormes sommes là-dedans. Et sur Cosmos, ma recommandation, c'est XDeFi Wallet, qui est très bien aussi, qui est un wallet multi-chain et qui est très compatible avec l'écosystème Cosmos. Au top. J'y avais une question qui a été spam dans le chat pendant tout le live. Du coup, on va y répondre. Enfin, si vous avez la réponse par rapport à la liquidité du Borg, il y avait Diego La Pampa qui disait qu'il y a des jours où il y a des 10 millions de volume ou je ne sais quoi, et des jours où il y a que quelques dizaines de milliers de dollars. Et du coup, il s'inquiétait de la liquidité du Borg. C'est le token CHSB qui a été migré vers le Borg. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Aurélien. Donc voilà. Diego La Pampa, c'est ton heure, c'est maintenant. Alors, c'est pas très bien de dire ça, mais en fait, généralement, le delta en plusieurs millions, il vient de Yobi. On ne sait pas trop ce qui se passe chez Yobi. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, c'est ça qui crée un peu cette discrepancy. Néanmoins, voilà, nous, on a programmé nous-mêmes tous les algos qui poussent la liquidité sur Bitfinex, etc. Donc, normalement, si tu achètes dans l'app, il n'y a pas de souci. Là, on est en train de finaliser les dernières migrations, donc on va repousser de la liquidité on-chain aussi. Et normalement, enfin, voilà, pour des quantités qui sont raisonnables, il y a quand même une liquidité qui est relativement tight. Aurélien s'occupe de ça aussi. Tu peux toujours le DM sur Twitter. Je m'occupe aussi du market making, donc tu peux y aller. On peut en discuter ensemble. Mais non, mais oui, clairement, il y a eu des volumes un peu bizarres avec, on va dire avec Huobi, sans même en rajouter, mais clairement, on l'a vu nous aussi. Et voilà, donc on sait pas trop ce qui s'est passé, mais sinon, les volumes, les volumes sont plutôt steady sur l'app. Enfin, même globalement, si vous regardez sur CoinMarketCap, essayez de virer Huobi et puis vous aurez quelque chose d'un peu plus réel, on va dire. Mais ouais, il y a eu je sais pas s'ils ont eu un maker programme et qu'il y en a qui, et tu vois, il y a des market makers qui ont essayé de farmer le truc de leur côté. On n'en sait vraiment rien. Mais ouais, c'est effectivement un fait. Hein. Les books sont un peu vides et ça farm, donc voilà. On peut pas dire plus. J'ai deux recommandations, au moins une. Si vous essayez de rentrer ou sortir d'un token et qu'il n'y a pas forcément une liquidité ou un gros volume, pour pas, alors c'est pas forcément le cas du Borg que vous pouvez acheter quand même relativement facilement ou vendre quand même facilement, c'est une remarque générale. CoSwap sur l'écosystème Ethereum vous propose des limit orders, tout comme OneInch, des limit orders de qualité qui vont, si vous avez un petit peu de temps devant vous, exécuter vos ordres petit à petit. Ça va vous éviter de faire bouger un petit peu le truc. Et si vous êtes très riche, ils ont lancé le TWAP, donc le Time Weighted Average, et le P, je me souviens plus de ce que c'est, Price. Ouais, Price, c'est Price, oui, voilà, c'est Price. Voilà, ouais. Voilà, donc ça va vous permettre de lisser votre ordre en plein de petits ordres, etc. Sauf que sur Ethereum, c'est à partir de $5000 le petit bout. Donc, il faut être très, très riche. Mais par contre, si vous l'utilisez sur la Gnosis Chain, là, vous pouvez le faire pour quelques dollars ou quelques dizaines de dollars. Je ne me souviens plus quelle est la limite, mais elle doit être très, très faible. Donc, ça, c'est des choses à retenir. Voilà, n'allez pas, si vous achetez pas le Borg qui est un actif de qualité, mais un actif qui est un petit peu plus jeune ou un petit peu moins liquide, allez pas faire un plus 10% sur le prix. Utiliser et abuser des limit orders, c'est plutôt cool. Ouais, ou les agrégateurs. Enfin, moi perso, il y a Swap DeFi Lama aussi qui est très cool. Alors qu'il passe par, il agrège CoSwap aussi, hein, tu vois, mais clairement, Swap DeFi Lama, c'est un méta-agrégateur pour ceux qui connaissent pas. Et marche vraiment super bien et globalement, ça vous permet vraiment d'avoir le bon prix. Donc, c'est au-dessus des agrégateurs et lui, il vient agréger vraiment tout, quoi. Donc non, ça c'est cool. Voilà. Mais regardez souvent le slippage quand même. Faites gaffe avec ces assets pas liquides, ça fait mal des fois. Je réponds à Ciro Grigin qui m'a vu vendre mes links sur CoSwap. Tout le monde me surveille. Et voilà, tout le monde me surveille, tout le monde surveille mes adresses. Mais en même temps, normalement, vous m'avez vu acheter mes links puisque j'en avais parlé sur l'émission et que un petit peu après l'émission, j'ai acheté des links. Donc, vous m'avez vu acheter publiquement. Voilà, donc vous m'avez vu, en fait je prends mes profits et ça les amis, c'est tout à fait normal. Le Link c'est un très bon projet, je continue de croire en Chainlink, c'est CIP, je pense que ça va très bien marcher. Ils ont fait une très belle journée, un événement aujourd'hui en Turquie pour l'événement DevConnect, où ils avaient leur propre mini-conférence, mais j'étais à plus de x2 sur cet investissement, en tout cas sur ce trade.
Donc, bah voilà, je prends mes profits et j'en ai pas honte, j'en suis plutôt content. Je vous souhaite de faire plein de fois deux, vous aussi. Et n'oubliez pas de prendre vos profits sur certains trucs. Je n'exclus pas de re-rentrer sur Link parce que c'est un projet de qualité, mais que pour l'instant, après un x2, je suis content de ce trade-là. Puis les plus furés d'entre eux auront vu de quoi sont partis les links, vers quoi sont rentrés les nouveaux actifs. C'est plutôt oui, ça, donc... le véritable alpha. Bah effectivement, mais en même temps, les gars, vous pouvez pas m'accuser de pas être transparent. Vous connaissez mes adresses et je vous en parle dans l'émission avant de prendre mes positions. Donc effectivement, ces links ont été mon trade du moment, c'est Gnosis, l'écosystème Gnosis, et effectivement, il y a eu une sacrée performance puisque je crois que je suis rentré sur entre 90 et 110 $ le plus récemment et que là on est à 150 $ et quelques. Donc voilà. Après, c'est un actif qui a beaucoup augmenté, qui a surfé aussi de l'actualité et des bonnes news. Est-ce qu'il n'est pas en surchauffe? Bah ça, les amis, chacun a son propre profil d'investisseur. Moi, je continue d'être sur cette position. D'autres prendraient leur profit. Peut-être que d'autres ont raison et que j'ai tort là-dessus. Et ça, c'est à vous de faire vos propres recherches. Ne faites pas du copy trading, hein, parce que je me trompe aussi. Hein, et ça m'arrive aussi de prendre des positions qui sont perdantes et au final de prendre des taux. Mais comme je suis un investisseur et que je sais que ça fait partie du jeu, moi, je les assume. Si vous faites du copy trading de mes positions et avec de l'argent que vous ne pouvez pas perdre et que vous avez à perdre de l'argent, bah, je suis désolé pour vous, mais je ne rembourse pas. Je suis pas responsable. Puis c'est surtout, comme tu dis, tu as vraiment un débank. Ton débank, il est vachement orienté à investisseur. Tu n'étais pas toute la journée à flip des trucs. Quand tu rentres et quand tu sors d'une position comme Link, c'est une position que tu as pris pendant des mois, que là, tu as switché vers un truc que potentiellement tu peux garder des semaines à des mois et ça fait petit à petit son petit travail. Donc, voilà, des banques ne proposent pas de copy trading et le fait d'avoir des adresses publiques sur des banques en est très loin de tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à du copy trading actif ou passif ou que sais-je. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses adresses et probablement que toi, Marc, tu en fais partie d'un point de vue francophone ou d'un point de vue international qui sont beaucoup suivis sur des banques et ça peut donner un peu des idées ou du moins le timing du moment, le mood du moment, sur quoi se positionnent certaines personnalités. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de parfois jeter un coup d'œil. C'est un peu aussi à l'image de l'ère que l'on traverse maintenant, de la curiosité très mal placée. Et dans la finance, on aime bien savoir parfois ce qu'a son voisin, mais tant que lui ne sait pas ce que nous avons. Donc, c'est pour ça aussi que y avait des personnes là qui demandaient dans le chat qu'on mette l'adresse et tout ça. Ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas, vous n'avez pas forcément besoin de l'avoir pour parfois juste de la curiosité mal placée. Il n'y a rien d'extraordinaire à y trouver dessus et voilà. Moi, je dis que voilà, ma position là-dessus, c'est qu'elle n'est pas dure à trouver. Si vous la trouvez, tant mieux pour vous, mais je ne vais pas non plus mettre une petite porte-carte autour de mon cou en disant hey, regardez, c'est là. Donc, c'est pas difficile. Faites vos devoirs, vous la trouverez, mais on vous la mettra jamais dans un néon dans l'émission en disant hey, regardez, c'est l'adresse de Marc. Donc, chacun fait ses devoirs et si et de toute façon, est-ce que ça a un intérêt plus que ça, je ne sais rien, quoi. Et après, on me demandait moi aussi quand est-ce que j'arrive sur des banques. C'est toute la problématique d'avoir un compte public et d'être qualifié comme un influenceur et où il y a des gens qui vont aller voir quelle position j'ai, pourquoi, comment en temps réel. Donc, c'est encore plus compliqué pour ma part d'avoir un compte public sur des banques. Enfin, voilà, c'est assez complexe à mettre en place. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, on pourra s'exprimer encore plus librement sur nos investissements et j'espère que petit à petit, on ira dans tous les cas vers ça puisque c'est aussi souvent une problématique un peu française, bien que, peut-être pas que, de parler d'argent et de réussite ou de tout ce qui va autour, mais c'est encore un autre sujet qui nécessiterait là aussi des heures et des heures de débat en profondeur. Je vous remercie, messieurs, pour ce live qui a été extraordinaire, 1h40 qu'on n'a pas du tout vu passer. C'était vraiment génial. On aurait pu encore faire 1 heure sans problème. Et après, on a tous nos vies à côté, donc forcément, ça ne peut pas durer indéfiniment. Merci Anto, qui est cofondateur de Swissborg. Merci Aurélien
Product Senior Manager à Swissborg également, et Marc, comme d'habitude, qu'on ne peut plus présenter, mais qui est un des piliers de l'écosystème CM et que je ne peux que remercier aussi au quotidien d'être là parmi nous. Merci à tout le chat. On était 850-900 au pic, et demain, vous aurez l'émission en replay du côté de YouTube, sur lequel en ce moment, on fait à nouveau des 20 000 vues par jour, mais encore bien loin des 50 à 80 000 qu'on faisait parfois lors du premier trimestre 2021. Merci messieurs et très bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.